Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour votre dose mensuelle de culture Ligue 1, de nostalgie Ligue 1. Liga Legends est de retour avec une équipe de qualité. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Adri, comment ça va? Bah écoute, la super forme, un beau petit maillot, voilà, Asamoah Gyan, forcément, Ouais, buteur attachant de la Ligue 1 du côté de Rennes. Et ben écoute, vraiment un beau programme, pas mal de beaux joueurs, un petit fond de PSG-OM, de Lille-Lens, des derbies, des classiques. Franchement, on est servi. pépite quand même le maillot, où est-ce que tu allé le dégoter? Ah, je suis allé des côtés en Angleterre, je vais pas citer parce que ça peut faire sponsoriser, mais Ah, ouais. j'ai trouvé le truc. Je me suis dit, putain, mais il me le faut, quoi. En plus, enfin, il rend bien. Il y avait Thomas Partey, Ouais. il y avait Asamoah Gyan, forcément. Ouais, Je là, pensais à ses buts du côté du Horizon Park. ouais. Là, ça, c'est le côté Ligue 1, voilà, c'est comme ça. Exactement. Samy, comment tu vas frérot? Ça va très bien, franchement. Toujours un plaisir de venir sur League 1 Legends. En plus, moi je trouve que League 1 Legends c'est une petite cure de jouvence parce qu'à chaque fois ça me propulse dans le passé. Là, je suis remonté. Je vais pas spoiler parce que voilà, je vais pas. On va s'amuser à deviner quelques noms. Mais en gros, je suis reparti jusqu'en 2003. Et en 2003, les amis, j'étais en terminale. Donc j'avais 18 ans. Donc je me suis ressenti un petit peu jeune. Donc merci à League 1 Legends, merci à vous pour tout ça. Putain, Ah, ça va, toi t'avais 18 ans, moi j'avais 11 piges, mon seul intérêt c'était les cartes Yu-Gi-Oh! Et Pedro Miguel Paoletta, quoi. Et pour compléter l'équipe, notre invité du jour. Bon, à la base, on voulait Didier Drogba, on a eu Romain Canuti. C'est à peu près la même capillairement. Ça va, Ouais, Romain? écoute, ça va, ça va. Sache que à l'époque de Didier Drogba à l'OM, j'avais un peu le même âge que Samy et j'ai des potes qui Pareil. étaient blancs comme moi, mais qui voulaient la même graisse dans les cheveux que Drogba et qui lui demandaient en fait des conseils parce que c'était un peu la mode justement des cheveux longs à ce moment-là. Et donc du coup, on avait Flamini qui était dans le groupe, était un pote de pote. Et on harcelait de messages Mathieu Flamini qui avait quand même quelque chose d'autre à foutre. Le mec lançait juste sa carrière et on le harcelait de messages pour lui dire est-ce que tu peux demander à Drogba le truc qu'il met dans ses cheveux parce qu'il y en a. Enfin voilà, c'était très honteux. Voilà, c'est ça aussi la Ligue 1 Legend. Ouais, c'est vrai. Puis n'empêche que Didier Drogba, quelle saison aussi, hein. Moi, pour le coup, j'ai beau être niçois. En plus, quand j'étais jeune, forcément, t'avais la rivalité. Tu la viens assez intensément. Et j'avoue que Drogba, il mettait tout le monde d'accord. T'es là, tu dis, ouais, Ouais. tu peux pas le critiquer. C'était beau, c'était beau. Il y a que deux joueurs de l'OM que vraiment, même quand j'étais jeune et un petit peu fougueux, que j'arrivais pas à critiquer. C'était Lorik Sana et Didier Drogba, quoi. Vraiment, ces deux-là, j'étais là, je suis ok. Lorik Sana, ça dépend de quel côté tu te places, hein. Moi, Ah oui, moi, j'avais pas ce je connais, contexte-là, je tu vois. connais quelques communautés qui le pourrissent un peu, mais bon, c'est pas. Romain, c'est pas le monsieur qui fait les tops et flops du Phocéen de l'OM. On nous demande. Et oui, c'est vrai que Si, je t'ai pas plus présenté que ça, c'est vrai. pas Toi grave. qui es journaliste et qui travaille effectivement pour le Phocéen. Ouais, et très heureux d'être avec vous aussi. Bon, alors sans raconter le truc, mais je fais quand même le. Eh non, non, samedi matin, je suis pas dispo. Il faut que je fasse un truc pour le boulot. C'est important. C'est pour la ligue. Je l'ai présenté comme ça en me disant c'est un truc institutionnel. On va pas trop me faire chier. Alors qu'en vrai, je suis super content d'être là. Et si l'émission doit durer 3 heures pour parler de la Ligue 1, je suis trop content et c'est un amusement de fou. Voilà, j'ai trouvé cette petite excuse pour venir, pour être avec vous et c'est un très très grand plaisir et j'ai absolument rien préparé parce que justement je veux Le absolument talent. replonger dans les souvenirs en fait et je veux découvrir le truc, je veux pas surjouer à dire ah oui alors qu'en fait on en avait parlé donc voilà je veux vous réciter des compos d'équipe d'il y a 20 ans comme ça de tête de l'en avant Guingamp comme ça voilà. Tu vas être servi. C'est C'est bon. the Le place mec to a be, quoi. parfaitement compris l'esprit League of Legends. C'est parfait. On est bien. On est très bien. Un petit rappel du sommaire pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux. Alors, on va commencer tranquillement avec l'histoire d'un joueur pour qui j'ai des sentiments assez mitigés. La renaissance de Mario Balotelli avec le OGC Nice en 2016, ça avait été un pari assez fou hein, de la part de Nice qui avait extrêmement bien commencé et qui a assez mal fini. On va y revenir. On reviendra également aussi sur sa période Marseille puisque Romain est là. Et en plus, on aura le témoignage de Mathieu Bodmer. À la base, on voulait que Mathieu Bodmer vienne dans cette émission. Le problème, c'est qu'il n'est absolument pas dispo le week-end, mais du coup, il a quand même bien voulu intervenir pour nous et nous rappeler un petit peu, nous donner un petit peu quelques insides par rapport à ce transfert et par rapport au passage de Mario Balotelli à Nice, qu'il a côtoyé donc lorsque les deux jouaient en même temps dans ce club. Après, on se fait un petit, je pense, à Daniel Van Beuten
Le mec qui avait beau jouer défenseur, mais qui est aussi l'un des plus gros attaquants de l'OM. Hein. Petit focus sur le géant belge. Petit plaisir des yeux avec un top but et geste technique en tout genre de Ronaldinho. Classique. Je sais même pas pourquoi on l'a pas déjà fait. Je veux dire, cette émission a 2 ans, on n'a toujours pas fait un top sur Ronaldinho. L'évidence même. Il y a des évidences comme ça, tu sais pas pourquoi. C'était tellement évident, on pensait que c'était déjà fait. Bah voilà, bah du coup, on se fera plaisir. Les One Hit Wonders, terme si cher à notre ami Max, qui passe sa meilleure vie à Minorque en ce moment, on l'embrasse. Ces joueurs qui n'ont brillé qu'une seule saison en Ligue 1 et que beaucoup ont oublié, mais pas Samy. Du coup, il nous a fait une jolie chronique à ce sujet-là. Et on terminera avec un match de légende, le Lille-Lens de 2006, parce que ce soir, on a un très très beau derby du Nord qui nous attend en Ligue 1, ça sera bien sûr à suivre, à 21h. 21h, et ouais, c'est ça, c'est à 21h, du coup, on va se replonger dans l'ambiance de ce derby en images, bien sûr. En tout cas, je vois que vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir sur le chat, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des questions, des souvenirs, voilà, profitez pleinement de ces 1h30 de nostalgie qui s'annonce. Allez, on commence donc avec la renaissance de Mario Balotelli à l'OGC Nice. Le coup était totalement improbable. C'était une période où l'OGC Nice essayait de grandir, essayait un petit peu de level up dans cette Ligue 1 après les bonnes années de Claude Puel. Et 2 très gros coups ont été faits lors de cette saison 2016, Samy. L'arrivée de Lucien Favre et l'arrivée, celle-là qui a surpris encore plus de monde, de Mario Balotelli. Exactement, tu l'as très bien dit, personne n'y croyait vraiment. Moi j'aime bien ces ambiances parce que c'est dans la chaleur de l'été, donc on a toujours des bons petits souvenirs. Et là, ce qui est fou, c'est qu'en cette fin d'août, personne ne se doutait que voilà, Nice allait réaliser quand même un énorme coup sur le marché des transferts. On est le 31 août 2016, dernier jour du mercato, donc en plus il y a toute la dramaturgie qui va avec. L'OGC Nice annonce officiellement avoir recruté l'international italien Mario Balotelli. À l'époque, en toute honnêteté, c'est une surprise pour beaucoup, surtout que le montant du transfert il était quasi gratuit. Ça, tu vois, j'avais oublié. Je savais pas que Liverpool avait dit bon, c'est cadeau, c'est pour nous. Donc voilà, c'était une énorme opportunité pour les Aiglons. Pour cette petite chronique donc sur Super Mario, on a eu la chance d'échanger avec Mathieu Bodmer, son coéquipier sur la Côte d'Azur, mais aussi, je l'ai appris aussi, celui qui aura en fait participé activement à la venue de l'Italien dans le championnat de France. Et d'ailleurs, on va commencer par écouter Mathieu sur ce sujet-là. Mario, au démarrage, je le connaissais pas avant qu'il ait les premières discussions. J'ai rencontré Mario et j'ai échangé avec lui par WhatsApp notamment quand il était à Liverpool avec Mamadou Sakho. Après, j'en ai discuté avec le président River pour qu'il puisse venir au OGC Nice nous rejoindre. Mario était intéressé par le projet, on a longuement discuté, plusieurs soirs, voire même plusieurs semaines, par rapport au système de jeu, par rapport au coach, par rapport aux joueurs qu'il y avait, par rapport à la qualité de vie, le rapprochement avec l'Italie. Mario a été convaincu, il en a parlé à son agent, il y a eu des discussions avec le club, et puis Jean-Pierre River, le président, a eu envie de le faire, et donc a tenté ce pari un peu fou de démarrage, pour ceux qui se rappellent, parce que Mario sortait de deux saisons très compliquées avec très peu de buts et très peu de temps de jeu, où il a été prêté, etc. Et puis au final, ça s'est avéré payant. Alors payant, oui, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Et pourtant, comme l'a dit Mathieu, Balotelli sortait quand même de 2 passages compliqués. Je sais pas si vous en rappelez, les gars. Un à Liverpool avec seulement 4 petits buts en 28 matchs, et un retour raté aussi à Milan en prêt avec seulement 3 buts en 23 matchs. Donc on va dire qu'il n'était pas non plus au summum de sa forme. C'était pas le Balotelli, le Super Mario qu'on attendait. Qu'on voyait en 2012 avec son match exceptionnel contre l'équipe d'Allemagne. Donc, mais voilà, il y avait quand même quelques doutes qui entouraient le niveau réel de Balotelli en cette fin d'été 2016. Je te coupe, Sabi, juste pour amener une toute petite précision par rapport à Mathieu Bodmer qui donc a joué un petit peu les entremetteurs, on va dire, pour favoriser la venue de Mario Balotelli. Et il avait aussi fait le même coup avec Hatem Ben Arfa. Une saison juste avant. Pareil, c'était Mathieu Bodmer qui avait joué les entremetteurs pour que Ben Arfa signe à Nice. Donc il a ramené du beau monde, Mathieu Bodmer. C'est un Ben Arfa qu'il avait sûrement rencontré à Lyon. Oui, en même temps ils se connaissaient depuis longtemps, ouais. Mais tant mieux, hein, si ça peut. Tu vois, si les joueurs peuvent intervenir et que ça permet de recruter des bons joueurs, moi je prends. On devrait peut-être
parfois plus favoriser ce genre de chemin que d'autres. Après, bon. Je crois que juste, les gars, pour être précis, je crois qu'ils se croisent, Bodmer et Ben Arfa à Lyon. C'est sur l'été 2008 où Ben Arfa quitte Lyon pour Marseille, que Bodmer quitte Lille pour Lyon. Voilà, c'est juste pour préciser. Voilà, parfait. Très bien, comme ça on est carré. Donc comme je disais, c'était un pari pour les Niçois, et c'est un pari qui va finalement devenir une réussite, une grande réussite ou une réussite, ça dépendra pour chacun. Je pense qu'Alex donnera son avis tout à l'heure. C'est quand même une véritable attraction en ce début de championnat. Il réussit, c'est quand même fou, il réussit des débuts tonitruants sous le maillot des Aiglons. Premier match, je pense que Alex et Romain s'en souviennent, puisqu'ils étaient doublé contre l'OM. Second match sous le maillot niçois, doublé contre Monaco lors du derby. Je pense qu'il y a pire comme début dans ton nouveau club. Au final, la première saison de Mauro Balotelli à Nice, en plus il avait fait ça très proprement. Au final, c'est quand même une réussite. C'est 23 matchs, 15 buts en championnat. L'attaquant italien, il s'est quand même complètement intégré dans le système de Lucien Favre, et il est comme un poisson dans l'eau. Dans l'effectif niçois, il n'y a pas trop de remous, il n'y a pas de problème, pas de nuages à l'horizon. C'est un effectif niçois aussi, attention, qui est aussi de grande qualité, parce qu'il y avait eu aussi l'arrivée de Belhanda, de Seri, de Dalbert, de Dante. C'était quand même, il y avait un projet tout autour, hein, donc je pense qu'il a été aussi bien accompagné. Donc voilà, c'est un équilibre qui avait été trouvé avec la participation de toute une équipe, comme nous l'explique encore Mathieu sur ce cas-là. Une équipe très complète, un super coach Lucien Favre, tactiquement très très fort. Et je pense que même si les deux caractères étaient complètement opposés, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Avec Dante, on a joué un rôle quand même important par rapport à Mario, parce que c'est important pour le groupe de trouver un équilibre. Le coach avait trouvé un équilibre aussi en faisant jouer très souvent Mario à domicile et à l'extérieur un peu moins, où c'était notamment Alassane Plat qui prenait le relais, qui était très très performant. Donc voilà, il y avait une équipe qui était parfaite, une équipe qui jouait très très bien au ballon. Mario travaillait pas trop défensivement, mais le système de l'équipe faisait que ça se voyait pas trop, parce qu'au milieu de terrain, il y avait beaucoup de gens qui compensaient, que les attaquants, que ce soit Alassane Pléa, Valentin Seri, Younes Belhanda notamment, faisaient un gros travail défensif pour compenser le non-travail de Mario, mais que Mario, voilà, dans la surface et au-delà de la surface, offensivement, c'est du très haut niveau. Dès son premier match contre Marseille, il met un doublé, et ensuite il fait une grosse saison. Ce qui fait que le club termine troisième et se qualifie pour le tour préliminaire de Champions League. Donc c'est une idylle quand même, hein. C'était une belle histoire d'amour dans le sud de la France, qui va continuer la saison suivante, parce que Balotelli, il performe toujours en Ligue 1, et il confirme même, puisque la saison d'après, c'est quand même 28 matchs, 18 buts, un rappel en équipe d'Italie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fréquenté, ça faisait plusieurs années même qu'il n'était plus appelé en sélection italienne. Et Balotelli, alors ça je ne savais pas, il entre même dans l'histoire de l'OGCN un soir de février 2018. Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était après un doublé en Europa League face au Lokomotiv Moscou. Bon, il y a eu une défaite au bout, donc je suis pas sûr que ce soit un bon souvenir. Mais à ce moment-là, il devient le meilleur réalisateur des Aiglons au XXIe siècle, devant Darius Vitanic et Alassane Pléa. C'est quand même pas mal. Hein. C'est je ne le savais pas, donc tu vois, il a quand même apporté sa pierre à l'édifice. Malheureusement, on le sait, je pense qu'on le sait tous ici, les histoires d'amour, ça finit pas toujours mal, mais bon, à un moment donné, faut bien que ça s'arrête. Et celle entre Balotelli et l'OGC Nice va suivre ce chemin, malheureusement. À la reprise, en 2018, l'international italien se présente en méforme physique. Je sais pas si tu t'en rappelles, Alex, il était un peu... Oui, il approchait des 100 kilos, donc ça se voyait bien, ouais. Il avait bien profité, on sentait... il avait bien mangé. Méforme physique, plus motivation douteuse. Faut savoir aussi qu'il y avait eu des rumeurs de transfert durant l'été. Le joueur avait, semble-t-il, des envies d'ailleurs, parce que c'était aussi peut-être compréhensible, après 2 très bonnes saisons quand même réussies sur la Côte d'Azur. Et à Nice, c'était assez étonnant, parce que il y avait l'arrivée de son ancien coéquipier Patrick Vieira. On pensait que justement ça allait peut-être le rebooster et l'inciter justement à balayer cette lassitude et à repartir sur une 3e saison. On écoute encore Mathieu par rapport à ce sujet. C'est vrai que la dernière saison un peu plus compliquée avec l'arrivée de Patrick Vieira, pourtant qui a été son coéquipier à City, et même à l'Inter, si je dis pas de bêtises, dans les 2 clubs. Mais un petit peu compliqué, alors que c'était une lassitude de la part de Mario. Oui, c'est possible. Pas facile, il n'est pas toujours évident à gérer. Mais après, ça reste quand même un super joueur de foot et une super personne. Mais il faut prendre le temps de creuser. Donc pas simple. Et puis en courte saison, il part à l'OM, où il fait une fin de saison plutôt intéressante, il marque des buts.
Alors moi, je m'en souviens bien de cette période. J'avais même fait une vidéo sur ma chaîne pour expliquer un petit peu le cas Mario Balotelli, puisque la lassitude aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de déception de sa part, parce que quand Balotelli arrive la première saison, il voit une équipe en pleine progression, qui a fini championne d'automne, hein, il faut quand même le rappeler, qui pratiquait un football quand même assez incroyable, qui avait des ambitions de titre à ce moment-là. Et je pense que Mario Balotelli s'attendait en fait à ce que Nice joue à ce niveau chaque saison. Sauf que dès la saison suivante, tu as eu une baisse de niveau. Et en fait, sur les saisons suivantes, à chaque fois, le niveau baissait aussi au niveau du recrutement. Tu avais de plus en plus de petits joueurs, de joueurs moyens qui arrivaient. Je ne vais pas les citer, je ne veux offenser personne. Mais globalement, en fait, Mario Balotelli, je pense que ce qui l'a contrarié, c'est qu'il voyait qu'en fait, les ambitions n'étaient pas à la hauteur des discours qu'il a entendus à son arrivée. Et lui, son but, oui, c'était retrouver la Squadra Azzurra, c'était rapidement retrouver aussi des très grands clubs, c'était d'avoir de la visibilité aussi. Si Nice se relancer, exactement, jouer la Ligue des Champions ou à minima la Ligue Europa, et faire plus que simplement y figurer. Donc je pense qu'il y avait vraiment de la déception plus que de la lassitude. En fait, Alex, je suis désolé parce que toi tu es supporter niçois, donc ça va te faire du mal d'entendre ça, mais il faut te dire la vérité. En fait, garde-le. Ce qui s'est passé, c'est que regarde, Mario Balotelli, c'est quoi? C'est un mec à la base qui est à l'Inter Milan, qui est formé à l'Inter Milan. Il part à Manchester City, ensuite il va au Milan AC, Liverpool, et il retourne au Milan AC. Regarde bien les clubs que je viens de citer. Quand il arrive à Nice, il arrive dans un petit club. Et il vient pour se relancer. À la base, il avait été proposé par Mino Raiola avant d'aller à Nice, il avait été proposé à Nantes, à Valdemar Kita, qu'on n'avait pas voulu. Il arrive à Nice, mais vraiment le dernier jour du mercato. Premier match contre l'OM, doublé, je crois qu'il y avait un truc du si tu marques un but, t'as droit à ta voiture, ou je te paye les amendes de ta voiture qu'il avait garée n'importe où. Et ben, du coup, il en met 2 contre l'OM, donc il est pas mal. Et tu te dis, mais en même temps, c'est peut-être à bout portant, penalty, tu te dis, ouais, c'est un attaquant, il va rester dans la surface et tout. Et non, il a fait une super saison avec des buts qu'il est allé se créer tout seul. Il pesait vraiment sur les défenses. Il y avait une vraie intelligence de jeu. On a retrouvé le Balotelli. Moi, je trouve on a retrouvé à ce moment-là à Nice le Balotelli qui arrive au Milan AC. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il arrive au Milan AC, il claque vraiment non seulement des buts, mais c'est l'équipe de Balotelli, quoi. Il traîne vraiment tous les autres avec lui. Et là, bon, même si Belhanda fait aussi une super saison, c'est ça. Et en fait, dans sa tête, il avoue pas, mais dans sa tête, il se dit, OK, j'ai fait le taf avec Nice. Maintenant, il faut qu'il y ait un autre gros club. Comprendre Inter, Milan, Liverpool, voilà ce que j'ai vécu. Tu sais que tu es en train de me paraphraser là quand même. Il y a personne. Tu essaies de me contredire, mais tu me paraphrases. Non, mais c'est pas ça. Ce que j'explique. Juste le truc, c'est que l'OM est un grand club, c'est juste ça qu'il est en train de dire. Oui, c'est la même trempe, bien sûr. C'est pas le fait de rester à Nice et que les coéquipiers soient pas bien. Nice aurait pu acheter que des stars, ça lui aurait pas plu parce que à Nice, de voir Johan Cardinal venir en sorte d'intendant pour pouvoir lui parler, parce que les autres osaient pas trop lui adresser la parole dans le vestiaire, tout ça. En même temps, ça l'amusait parce que du coup, il y avait lui et les autres. C'est limite, il y avait un vestiaire pour lui, un vestiaire pour tous les autres. Mais en même temps, ça l'agaçait parce qu'il avait envie de retrouver ces ambiances qu'il avait dans les autres clubs où tu es une star, mais il y a que des stars à côté de toi. Un club ambitieux avec des vrais joueurs, c'est exactement ce que je dis. Et je suis tout à fait conscient de la réalité de mon club. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté une deuxième saison. Et c'est déjà, faut savoir que, et je trouve que c'est encore le cas. C'est pas parce que je le connais de Marseille, mais Julien Fournier est peut-être un des meilleurs dirigeants du football français. Et il avait mis en place un système à l'époque, quand Balotelli arrive, il avait mis en place ce système des 3-8. Qui je sais pas s'il est toujours d'actualité à Nice, mais qui était pour moi super bien pensé. Il faut que tu fasses un effectif, donc 3 x 8, 24 joueurs. Il faut que tu aies 8 joueurs formés au club, que tu aies 8 joueurs qui soient là pour prendre de la valeur, et que tu aies 8 joueurs dont tu acceptes, entre guillemets, de perdre de l'argent sur eux, soit avec une grosse indemnité de transfert, soit avec un gros salaire, c'est le cas de Balotelli, mais dont tu sais qu'ils vont te rendre les autres meilleurs. Voilà, c'était un peu ça. Ces 3 tiers et je trouve que voilà ça s'incarnait parfaitement dans cette équipe de Nice qui sur cette saison-là, donc 2016-2017, a un niveau de jeu époustouflant. D'ailleurs, ils finissent 3e. Lyon et Marseille sont 4e et 5e, mais il y a un écart de points de 16 points, je crois, un truc comme ça. Enfin, peut-être ça se réduit sur la fin, mais c'était voilà, il y avait 16 points d'écart, je crois, entre le 3e et le 4e une bonne partie de la saison.
Puis c'est une équipe de Nice, on a déjà parlé un peu forcément de Balotelli, mais qui faisait des vrais coups sur le mercato en allant chercher des joueurs à relancer, mais qui pouvaient apporter une plus-value, sans pour autant que ce soit des coups marketing. Ça se résume pas au nom, ça se résume pas à juste le potentiel de Ben Arfa, la carrière de Balotelli. Alors certes, il y a eu un petit échec avec Schneider, mais voilà, ils ont tenté le coup, et franchement, t'as eu Belhanda, Ben Arfa, Balotelli, Schneider. Tu as eu 4 coups, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas marché. À chaque fois, il y a une vraie politique, il y a une vraie pensée sur le mercato pour apporter quelque chose. Et j'ai senti à chaque fois, c'est vrai, ces 3 jours-là, hyper investi, notamment sur le projet de jeu. Alors forcément, Thibaut de Mer l'a expliqué, Balotelli, c'est pas celui qui faisait le plus d'efforts défensifs. Par contre, on l'a vu sur l'implication, sur les courses, sur la gestuelle du buteur. Tu as parlé du Balotelli du Milan. C'est vrai que c'est même celui de l'Italie, Samy l'a dit tout à l'heure, l'Euro 2012, celui qui était très instinctif, vraiment, qui en plus physiquement, le but qu'il met à Marseille, tu vois, où il résiste au retour de 2-3 défenseurs. Voilà quoi, on a retrouvé ce monstre physique qui était Balotelli. Mais on avait peur, hein. Moi, je me souviens. Le match-là à Marseille, on avait peur. On gagne 2-1, donc c'est le fameux but de Patrice Evra. C'est le week-end où il avait insulté Dugarry et Zidane, donc il avait un besoin de répondre. Et c'est son seul bon match avec l'OM en 10 mois. La célébration pompe. Voilà, la célébration pompe et plus. Mais Balotelli sur ce match-là, on a peur. Et la saison d'après, on rejoue le OM Nice qui arrive, je crois, après la demi contre Salzbourg. Donc tu te dis, tu as les jambes lourdes et tu as encore peur de Balotelli parce que tu te dis, c'est lui dans ce genre de match qui va aller te mettre un but tout seul et c'est exactement ce qui se passe. Donc, non, c'est très chaud. Et je me souviens aussi du parfum qu'il y avait au niveau de son arrivée. Tu l'as dit, il arrive à la fin de l'été. Il y a ce premier match contre l'OM. Et je crois qu'il n'y a pas plus moment en Ligue 1 Legends que l'interview de Pagadelli qui va le voir, lui donner son trophée alors qu'il est en train de se faire masser et qui lui parle en 3 ou 4 langues différentes. Et c'est à ce moment-là où tu sais, je pense Balotelli se rend compte aussi d'où est-ce qu'il a mis les pieds. Et c'était un moment assez fantastique. Exactement. On va arriver à l'heure du bilan. Dans la 3e saison, il y a quand même 6 mois insipides qu'il faut quand même placer, suivi d'un transfert vécu comme une trahison par beaucoup chez le rival olympien. Une fin difficile pour un joueur atypique, on ne pouvait pas attendre autre chose, mais un joueur aussi qui aura marqué quand même cette OGCN pendant presque 3 saisons. Au total, Balotelli, c'est 33 buts en 61 matchs sous le maillot niçois, donc plus d'un but, un but tous les 2 matchs. Des stats plus qu'honorables quand même pour un attaquant de son niveau. Et je laisse le dernier mot encore à Mathieu Baudemer qui va résumer quand même la réussite globale de Balotelli à Nice. Voilà, je pense que son passage à OGC Nice dans l'ensemble aurait été quand même plus que positif. Il marquait quand même pas mal de buts, de très gros résultats avec cette qualification en 3e place. Alors il n'y avait pas que lui, il y avait une équipe extraordinaire, ça jouait vraiment bien, on prenait beaucoup de plaisir. Mais Mario, par rapport à ça, voilà, la finalité des actions. Dans les gros matchs, il monopolisait des défenseurs. L'arbitrage n'était pas le même avec lui qu'avec quelqu'un d'autre. À l'entraînement, les premiers jours où il est arrivé, on a vu l'engouement. L'année d'avant, il y avait eu un peu le cas similaire avec Athème, un joueur hors norme qui est arrivé. Où il y a eu pas mal de journalistes qui étaient venus. Mais là, Mario, c'était encore une catégorie bien au-dessus, avec beaucoup de journalistes italiens, la proximité avec l'Italie. Et beaucoup de gens à l'entraînement dès les premiers jours pour le voir, et ça s'est bien passé. Donc je l'ai dit, 33 buts en 61 matchs sous le maillot niçois. Globalement, puisqu'après il part à l'OM, en 15 matchs, il me semble qu'il marque 9 buts. Les stats vont apparaître. Voilà, 76 matchs, 41 buts, 2 passes décisives. D'ailleurs, il y a un but avec l'OM, un but assez intéressant puisque Balotelli a marqué aussi contre Nice. Romain, je pense que tu t'en rappelles. Je vais te laisser. Ouais. Je vais te laisser nous parler de son petit passage à l'OM, mais oui. Donc on va voir le but de Balotelli contre Nice. C'est quand même fort, il aura marqué contre les deux. Allez, OM Nice, c'était ces matchs, ouais. Voilà, une tête bien placée, on gagne 1-0 et c'était une période en fait de l'OM où l'OM se redresse. On fait 16 points sur 18 possibles et ça correspond en fait à l'arrivée de Balotelli. Son premier match à l'OM, il rentre contre le Lille, donc c'était le Lille de Nicolas Pepe et Christophe Galtier. On perdait 2-0, on était au fond. Il rentre, il trouve quand même le moyen de marquer et là tu te dis il y a quelque chose. Et tous les matchs suivants, on gagne. Et nous on voyait, et puis j'en ai discuté avec certains joueurs,
il y a même certains joueurs à l'OM qui étaient choqués de la manière dont des cadres de l'OM se mettaient à genoux, faisaient tout pour être potes avec Balotelli, quoi. C'était impressionnant. Comme quoi, tu avais des mecs, ils essayaient à tout prix d'être sur ses stories Instagram et compagnie. Tu te disais, alors que c'est des mecs. Après, c'est un personnage attachant aussi, hein, Balotelli. C'était des mecs qui étaient déjà internationaux. Tu te disais, mais il y a une fierté. Vous pouvez aussi le faire venir sur vos stories à vous, quoi, entre guillemets. Mais c'était en fait le problème. Sur sa 3e saison, il n'y était plus à Nice parce que on a beaucoup parlé de son transfert de l'OM à l'été. Ouais. Et nous, on a l'info comme quoi l'OM est sérieusement dessus le jour de la finale entre l'OM et l'Atlético. Voilà, un des membres du staff de Rudy Garcia, nous fait comprendre que Balotelli c'est vraiment sérieux, que l'OM est vraiment dessus. Donc là, on se dit les négos vont être compliqués parce qu'il est libre, mais pas vraiment libre parce que Nice a quand même une sorte de priorité. Et même s'ils n'ont pas les moyens de se le payer, ils vont vouloir quand même prendre des sous à l'OM. Donc tu te dis ça va être compliqué. Et là, il y a Jacques-Henri Hérault qui fait une erreur, mais terrible. C'est qu'en fait, il dit à Balotelli de venir. Il veut le rencontrer. Et début juillet, il fait venir Balotelli au centre d'entraînement de l'OM, donc à la commanderie, pour tester un peu sa motivation. C'est son délire un peu, désolé pour lui, mais son délire un peu Harvard. Tu sais, je veux tester si le mec veut vraiment le job et compagnie, machin, le truc. Le monde du foot est une entreprise. Donc, il se joue un peu sur ce code-là et il se dit, je veux voir si Balotelli il est vraiment prêt à faire des efforts pour nous. Et en fait, c'est tout ce qu'il fallait pas faire parce que même si tu le fais venir un dimanche, on est à Marseille et des mecs qui campent devant la commanderie, tu en as toujours. Donc, Ils ont vu passer la voiture de Balotelli. Ils ont pris ça en vidéo, ils ont posté directement ça sur Twitter. Tu penses bien que c'est arrivé sur le portable des dirigeants de Nice. Et là, River et Fournier, ils se sont dit, ils sont morts, on est en position de force. Ils sont obligés de le faire, ça va être à nos conditions et pas autrement. Ce qui débouche sur un communiqué mi-août où Nice dit, voilà, c'est frappe, c'est pur, c'est limpide comme une frappe de Super Mario. Il prolonge pour une 3e saison à Nice. J'avais oublié ça. Exact. Pour au final le libérer 4 mois après, quoi. Ouais, parce qu'il voit que ça se passe pas, mais à l'OM ça sera alors il fera un super passage dans le sens où il arrive, il marque de suite, et puis en fait ça s'étiole vite parce que voilà, le dernier match il se fait expulser, il sait déjà du dernier match que l'OM sera pas prolongé. L'OM le fait signer avec un contrat un peu de fou, avec beaucoup d'argent. Et en se disant, c'est notre seule chance et c'est un peu ce qu'avait plaidé Garcia à sa direction, c'est notre seule chance de recoller et d'être qualifié en Ligue des Champions. Et à partir du moment où l'OM n'y est pas, la question ne se posait même pas du maintien de Balotelli une seule seconde. Ouais. Puis en plus, vous étiez en plein dans cette quête du fameux grand attaquant, là, c'est devenu un poncif maintenant. Non, mais c'était catastrophique. Et ça prouve bien, parce que par exemple, si on parlait de la politique de Nice, et c'est là où aussi, tu vois, c'est bien pensé parce que tu peux prendre Schneider, tu peux prendre Belanda, tu peux prendre. Des fois, ces mecs-là, ils partent un peu à regret. Belanda, il avait fait une super saison, et puis derrière, il reste pas. Tu te dis, c'est dommage, il y avait peut-être moyen de mettre un peu plus. Mais en même temps, quand les mecs performent moins, je pense à par exemple à un Adam Ounas. Il est prêté avec option d'achat, il est pas bon, il est pas bon, il est bon mais sans plus. Il est pas ouf du tout. Moyen moins sur son passage à Nice. Et ciao. À l'inverse, il y a eu quelques petites fulgurances de temps en temps, mais globalement, c'est très insatisfaisant le passage d'Ounas à Nice. C'est ça. Nice, là où c'est très bien, c'est qu'ils arrivent à faire des contrats courts à ces mecs-là, à tous ces mecs qui recrutent, comme Ronny Lopez ou quoi. On préfère se faire prêter un mec un an, quitte à ce que derrière, comme Belanda, on se dise, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. Mais au moins, on n'est pas prisonnier d'un contrat de 5 ans avec des salaires. Voilà, on fait pas des moves à la Kevin Strootman, comme on a fait par exemple à l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'ils ont fait cette saison, par exemple, avec Justin Kluivert. Voilà. Après, avec option d'achat. Du coup, ça te permet de te dire, on va peut-être là, du coup, Kluivert est annoncé dans d'autres clubs, mais tu te dis, vaut mieux ça que de faire signer un mec 5 ans sans avoir aucune garantie, et je pense que c'est la bonne solution. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'à Nice, ça bosse bien. Surtout à cette période-là, ça a été une période de grosse évolution pour le club. Là, c'est vrai que depuis quelques saisons, ça a peut-être un petit peu tendance à stagner. Là, ça va un petit peu mieux avec Christophe Galtier, mais ça reste foncièrement un club qui bosse très très bien et qui a des idées. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose au sujet de Balotelli ou est-ce qu'on passe au sujet suivant, les gars ? Tout a été dit. On a été complet, je pense. Bon, et encore merci à Mathieu Bodmer pour son intervention.
Ouais, on le remercie évidemment. On aurait adoré qu'il se joigne à nous pour ce stream, mais déjà ces petites capsules, c'est déjà un grand plaisir. Merci à lui. Écoutez, on va continuer avec un autre grand attaquant de l'OM. Adri. Ouais, c'est le cas de le dire. Je pense à Danny Van Boyton, Danny Lamèche, grand attaquant parce qu'il a quand même eu cette capacité en tant que défenseur central à se muer en buteur, et on va pouvoir voir les images grâce à Amaury, parce que finalement faire une compilation de Danny Van Boyton, il aurait pu avoir des gestes défensifs, il y en a quelques-uns quand même, il y a quelques interventions un peu houleuses, mais c'est surtout un mec qui sentait extrêmement bien les coups devant, et forcément je vais pouvoir m'appuyer sur l'expertise de Romain. Juste, il y a quelque chose qui j'avais totalement oublié, et forcément il arrive du Standard de Liège en 2001, pour quand même un transfert de 11,5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à l'époque... Ouais. On peut le dire? On peut le dire ou on peut pas le dire? Je sais pas. On sait pas. On sait pas ce que tu vas dire, on n'a pas préparé ça. Évite de commencer à nous sortir des dossiers, s'il te plaît. Il se trouve que le propriétaire du Standard de Liège à ce moment-là, ah oui. Ah bah oui. est exactement le même que le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Bizarre. Bon, c'est bizarre, voilà. J'ai un scoop pour vous. Effectivement, et il y avait à ce moment-là, par rapport à la DNCG belge, le Standard de Liège avait besoin c'était l'équivalent de 8 millions d'euros avant le 30 juin, et l'OM recrute Daniel Van Buiten, mais aussi Joseph Yobo et l'inoubliable Jürgen Cavens. Voilà. Et effectivement, c'était des transferts qui étaient faits avec le retour de Bernard Tapie au club en tant que directeur sportif, avec un monsieur qui s'appelle Donofrio, que vous avez vu dans le cache investigation qui avait été fait en 2012 sur le foot. C'est le monsieur que les équipes d'Élise Lucet coursaient dans la rue et qui était responsable de beaucoup de transferts un peu bizarres avec Porto. Voilà, je vous laisse revoir ce cache investigation. Vous comprendrez beaucoup de choses, mais effectivement, son arrivée se fait dans ce cadre-là. Mais ça va, Van Buiten, Yobo, Rougneux, il y a quand même pire. Hein. C'est quand même oui, ça va, on n'est pas sur... Voilà. Ouais. Bref. Ouais. Vas-y, Adri. Non, 2 ans et demi à Marseille avant de partir. Alors ça aussi j'avais oublié. Alors, il a fait une très très belle carrière en Bundesliga à Hambourg et au Bayern. Il a d'abord rejoint Manchester City. Alors certes que 5 matchs en première ligue, mais c'est sûr que c'est au Bayern où vraiment il va prendre une dimension encore plus folle. Pour revenir sur ces années marseillaises, j'ai retrouvé un défenseur avec une vraie qualité de relance, forcément un charisme difficile à passer. Et ce qui m'étonnait, c'est que je me souvenais de quelqu'un qui était forcément, comme on peut le voir là, qui n'hésitait pas à monter aux avant-postes quand l'OM était mené, qu'il fallait marquer le but. Et on peut voir des vraies qualités, mine de rien, avançantes. Voilà, Ulrich Ramé qui se fait un peu effacer facilement. Et sur les corners, c'est qu'il était extrêmement fort en fait sur les deuxièmes ballons. C'est vraiment ce qui m'a choqué, bluffé, c'est que je m'imaginais avec son gabarit, son jeu de tête, que ça allait passer, qu'il allait tout le temps faire des différences. En fait, non, ce qui était tout le temps à la retombée était tout le temps bien placé. Il sentait extrêmement bien les coups. C'est vrai que Daniel Van Buiten aura, je pense que Amaury va pouvoir nous envoyer les stats. Il y aura quand même aussi une petite équipe type BNFP saison 2002-2003. Donc c'est aussi Il était nommé pour être meilleur joueur. Je crois qu'il était dans les 4 dans le dernier carré. C'est cette saison-là 2002-2003 qui est vraiment le révèle, où l'OM finit sur le podium et c'est le joueur phare de l'équipe. Il finit la saison en Ligue 1 avec 8 buts et donc il est co-meilleur buteur de l'OM cette saison-là avec Ibrahima Bakayoko. Et c'était l'OM cette saison-là, donc c'est avec Alain Perrin, avait une défense à 5 et donc du coup il y avait Franck Leboeuf et Johnny Ecker. Autant dire que dans les 10 dernières minutes, il passait son temps en attaque et les deux autres compensaient derrière. C'était la valeur ajoutée. En fait, Daniel Van Buiten, sa révélation, elle n'a pas eu lieu à l'OM parce qu'il a eu un déclic. Sa première saison est pas mal, mais pas ouf. Voilà. Et en fait, sa révélation, il a à l'intersaison parce qu'il est avec la Belgique. Il fait la Coupe du Monde 2002. Ouais. Et en 8e de finale, il y a un Brésil-Belgique. Super match. Il joue contre Ronaldo avec le triangle sur la tête là et tout, machin. Et il fait un super match et ça a vraiment une sorte de déclic. Et j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit ce match-là, ça a tout changé. Et il m'a regardé, il a souri et il m'a dit mais en fait, ça a tout changé pour vous.
mais pas pour moi. Il me dit, moi, j'étais déjà comme ça avant, mais c'est vrai que quand il est revenu, peut-être que nous, à Marseille, je me souviens d'articles dans la Provence et tout à l'époque, et après ce match-là, on s'est tous Vous dit, avez mais dit, en ça fait, y est, c'est pas n'importe qui, quoi. Van Buiten, c'est un monstre et tout, et peut-être cette considération et cet amour qu'on lui a donné dès le début de cette saison a fait derrière que c'était vraiment top. Mais derrière la saison, et tu parles de son transfert à Manchester City, là encore, c'est un peu, on va dire, des spécificités marseillaises, mais sur sa saison d'après, voilà, il y a un entraîneur, Alain Perrin, qui s'en va, il y a une direction qui change, et il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que certaines personnes qui avaient signé des contrats avec l'ancienne direction ne soient plus au club. Donc, l'entraîneur qui succède à Alain Perrin va voir Daniel Van Buiten dans le dernier jour du mercato en lui expliquant que il est pas mauvais, mais que David Sommeil est beaucoup plus fort que lui. Donc, il faut vraiment faire un échange entre David Sommeil et Daniel Van Buiten. C'est pour le bien de l'OM s'il accepte ça. Donc, Après, c'était pas le City. En plus, c'était pas le City. Il faut rappeler aux gens que c'était un City. Il devait avoir c'est un Sibierski, City en Lecoq sportif. voilà, voilà, c'était on s'en souvient. Joey Et- Barton. Ouais, c'était du City niveau, enfin époque Ali Benarbia, quoi. Ouais. Et bon, qui était un super joueur à City. Attention, mais voilà, On c'est adore pour, Ali ici. c'est pour situer. Ouais. Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. Mais non, c'est dommage parce que, et il le dit, et en fait, quand tu parles avec lui, il te dit le regret vraiment de sa carrière, c'est ce moment-là à l'OM. Parce qu'il te dit, alors forcément, il sait qu'il s'adresse à un Marseillais quand il dit ça, peut-être, et que s'il parle à des mecs du Bayern, il va avoir d'autres regrets, évidemment. Mais soyons pas dupes. Mais moi, il m'a toujours dit ce qu'il a vraiment fait du mal, c'est d'avoir accepté finalement et d'avoir renoncé, de s'être trouvé donc face à José Anigo qui lui dit je veux prendre David Sommeil, et d'avoir dit bon ok, de toute façon avec ce mec j'y arriverai pas. Et en fait, de se dire j'aurais dû rester, et en fait les gens auraient poussé pour que je joue, ils auraient pas accepté de me voir sur le banc, et j'aurais pu, et lui il se voyait rester voilà, peut-être jusqu'en 2006 ou après il rejoint le Bayern, quoi. Il aurait fait l'étape Hambourg, il aurait préféré rester plus longtemps à l'OM. Ouais, totalement. Et puis pour compléter ça, j'avais en préparant cette chronique, j'avais trouvé une anecdote qu'il avait dit à la Provence. Il avait dit une fois, il était allé dans un restaurant et le patron, c'était un supporter de l'OM. Il a dit non, toi tu m'as offert tellement de bonheur, je t'ai tellement kiffé, l'addition c'est pour moi, quoi. Donc vraiment, je pense qu'il a laissé une belle image quand même. Enfin, dans ce club-là. Pourtant, tu vois, il est resté que 2 ans et demi. Tu l'as dit, il y a peut-être qu'une saison, il a été vraiment très fort, un peu avant Drogba. Mais moi, vraiment, j'avais l'impression de ce charisme. Et surtout, ce que je te dis, c'est que quand l'OM était mené, on demande, c'était lui qui devait monter. Enfin, tu vois, ce but à Bordeaux, ça m'avait marqué parce que j'étais au stade. Pour moi, c'était un peu fou à l'époque de voir un défenseur central prendre le rôle de l'attaquant, mais il était adroit, quoi. Ouais, non, mais c'était toute une équipe. Et puis il avait ce truc aussi du mec gentil. Enfin, il y avait un truc. Il était belge à Marseille, forcément. Les Belges sont très appréciés. Goethals, voilà, il y a une sorte d'héritage. Et il y avait tout ce truc-là. Et Van Buiten, là, il est revenu au mois d'octobre. C'est là où j'avais pu en parler avec lui pour un match des légendes avec Drogba, justement, Ravanelli, tout ça. Et pareil, à l'applaudimètre, c'était un carton parce que voilà, il a laissé une super image, et puis en plus, il y a ce truc dont on parle jamais trop mais qui existe, c'est que tu as quand même une fierté quand un mec qui est passé chez toi en Ligue 1, derrière tu le vois devenir le défenseur du Bayern de Munich pendant plein de saisons, ou comme Drogba, le mec va à Chelsea, et c'est un truc qui joue quand même dans ta carrière plus que un Mamadou Niang par exemple, qui est une légende de l'OM, mais qui derrière a fait de la Turquie, du Qatar et encore de la Turquie. Tu vois, il y a un truc aussi, c'est qu'à ce moment-là, l'OM a une équipe pas forcément très très folichonne. D'ailleurs, voilà, tu le disais, il était meilleur buteur du club avec Bakayoko. Les noms de cette équipe, ça faisait pas forcément rêver. T'avais quoi? T'avais du Cyril Puy, voilà, exactement, Johnny Ecker. Johnny Ecker et son plâtre. Eh oui. Ouais. Mais quand il fait City Hambourg, tu te dis pas non plus, t'as pas une trajectoire où tu penses qu'il va finalement péter, et à la fin il pète vraiment. Moi, c'est toujours l'impression que j'avais eue par rapport à Van Buiten, parce qu'on se rappelle de lui en tant que gros joueur de la Belgique en Coupe du Monde et gros joueur du Bayern. Mais c'est vrai qu'à l'OM, il avait pas encore cette aura, et quand il quitte l'OM, sa trajectoire, tu te dis il a pas finalement percé, et c'est qu'il vraiment encore après coup, après un passage à Hambourg, qui réussit vraiment à toucher, on va dire, le très 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 haut niveau.
Il y a la Juve qui le veut après sa grosse saison marseillaise. Il y a pas mal de pourparlers avec la Juve. Donc c'était un peu là-dessus où tu te disais, nous on se disait, si la Juve est venue le chercher, un jour il sera dans un gros club et du coup on était moins surpris peut-être de le voir au Bayern quelques années après. Puis après, je crois qu'il arrive au Bayern en fin de contrat. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était plus aussi une opportunité de marché pour le Bayern. C'était encore une fois, ça rejoint ce que vous dites, c'est que c'est pas même s'il avait été très bon avec l'OM, on s'attendait pas forcément à le voir titulaire dans un méga club comme le Bayern. Ouais, je crois qu'il fait une grosse saison avec Hambourg. Hein. Je me souviens plus. Après, c'est peut-être, je parle sous le prisme de l'amour marseillais. Tu veux forcément que le mec que de chez toi réussisse, mais après quand même, il fait beaucoup de saisons au Bayern. Donc il y avait cette paire avec Demichelis là. Ils ont beaucoup hésité entre la poésie et le football, et puis finalement ils ont choisi le football, mais ça a fait quand même des saisons. Ils ont enquillé des titres de champion d'Allemagne, en veux-tu, en voilà. Et puis jusqu'à la Ligue des Champions 2013, il est encore dans le groupe, quoi. Il est dans le groupe, ouais. Il était dans le groupe à l'époque. T'as parlé d'Emichelis, il était en concurrence avec lui, avec Lucio, avec Ismaël, mais il a fini par vraiment s'imposer, avoir un temps de jeu conséquent, quoi. Ouais. Non, vraiment un super joueur en tout cas de notre Ligue 1, vraiment Daniel Van Buyten, un peu dans le même style. À Nice on avait Renato Civic, d'ailleurs vous l'avez connu aussi, qui avait ce rôle aussi de buteur surtout dans les derniers instants. Tu le faisais monter et le mec jouait attaquant de pointe, et vu que le mec fait quasiment 2 mètres, forcément ça attire facilement les ballons quand tu dois balancer pour vite revenir au score, par exemple. C'est vrai que ça marchait plutôt pas mal. Quand je vois que vous êtes nombreux ce matin sur le stream, ça fait plaisir. Pensez à follow la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Il y aura aussi toute la e-Ligue 1 à retrouver, évidemment, avec Kanto au micro, Passe D avec Rivenzi et Zach Nani également. Voilà, pas mal de beaux programmes sur cette chaîne Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne. Allez, petit plaisir pour les yeux. Petit top but, top geste de Ronaldinho. On se demandait pourquoi on l'avait toujours pas fait. Voilà, l'erreur va être réparée avec vraiment une compilation qui normalement devrait égayer votre journée. Ouais, 3 minutes de bonheur, quelques beaux buts. Et là, j'ai envie de me tourner vers Samy. Déjà, ce maillot gris, quoi. Là, ouais. c'est bon. Là, on est en 2000, 2001. Là, on y est, quoi. Il était beau celui-là en plus de maillot. Ouais. Je crois que je l'ai. Il me semble que je l'ai. Bah oui, c'était la belle époque. Ça, c'est le chef-d'œuvre absolu. Ouais. Magnifique. Avec le 1-2 avec Chiorez. C'est ça, non? Exactement. Ouais. Mais ce qui est bien, mais ce qu'il faut vraiment se dire par rapport à Ronaldinho, c'est encore, voilà, c'est 2000-2001, c'est une époque, c'est vraiment, enfin, on a l'impression qu'on a 50 ans, mais c'est une autre époque. C'est-à-dire que il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas en 2 secondes tu pouvais suivre sa carrière sur Wikipédia ou autre, ou ses stats. C'était un autre monde, c'était que des rumeurs, c'était que de voilà, et on savait que c'était un phénomène, mais on le savait pas vraiment parce qu'on l'avait pas vraiment vu. C'était une autre époque. Il y avait pas toutes les chaînes de télé, il y avait pas autant d'images, donc il y avait beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes sur ce joueur. On savait juste qu'il était brésilien et qu'il était censé être très bon, et c'est vrai que c'était extraordinaire, quoi. Regardez là sur cette image, on voyait Franck Leboeuf qui lui disait « Tu caches quoi derrière ton sourire ?» What have you done, man? Il lui courait derrière pour lui dire ça. Et ouais, c'est vrai qu'il a fait un peu cauchemarder. Il est génial. Ronaldinho. Le but à Guingamp là, c'était un truc fou. Mais après, c'est vrai que il y avait aussi des attitudes où tu te disais le mec était pas prêt. Et même, tu vois, en tant que Marseillais, je me disais des fois, je le voyais faire des trucs de fou, mais il y avait aussi ces frasques du joueur qui était un peu au-dessus du club. Et je me suis toujours dit, j'avais un peu de peine moi pour Luis Fernandez par exemple sur certains moments, alors que j'étais pas censé avoir de la peine pour Luis Fernandez, mais quand je voyais de la manière dont il se comportait, tu vois le fameux coup, je sais pas si vous en souvenez, la fin de sa 2e saison, il est appelé sur le banc et au moment de sortir, il va vers son banc et puis non, en fait, il se dirige vers le banc adverse et il va taper dans la main de Vahid Halilhodžić, qui était l'entraîneur de Rennes, c'était un PSG Rennes, parce qu'il savait qu'Halilhodžić allait devenir le nouvel entraîneur de Paris. Voilà, c'est un petit truc pour humilier Luis Fernandez.
Et je me suis toujours dit, putain, alors après, bien sûr, on a su tout ce qui se passait avec ses sorties, ses boîtes de nuit Bah et oui, c'est compagnie. ça Et aussi, tu te hein. dis, je pense que le pire de tout, vraiment, et là encore, on en revient à la direction, c'est le pire truc de Ronaldinho au PSG, c'est une interview dans l'équipe de Laurent Perper, qui était le président délégué du PSG, et qui a dit, c'était le titre, c'est plus facile de se passer de Luis Fernandez, de l'entraîneur, que de se passer de Ronaldinho au PSG. Et je me suis toujours dit, mais C'est comment, horrible, mais quelque comment part, tu c'est peux vrai. dire ça? C'est horrible, mais c'est vrai. Ben, Un c'est talent vrai, comme mais à partir du Ronaldinho, moment où t'en as un par siècle. Mais à partir du moment où tu dis ça, le message que tu Ah envoies oui, à non, ton bah ça, c'est clair. vestiaire, et là, le message que tu as envoyé à Ronaldinho derrière, ça a été de dire, OK, je fais ce que je veux et on pourra rien me reprocher. C'est exactement ce qui s'est Ouais, mais passé. après, c'est toujours le débat, tu vois. T'as beaucoup de joueurs comme ça où ils font ce qu'ils veulent, mais ils répondent présent. C'est ça, en fait, le problème. C'est un peu Et il comme répond un présent. peu ce qui s'était passé avec Souleymane Diawara, sauf que la conclusion a été différente. Ce Il sont des répond mecs qui présent, vivent oui et comme ça. non. Il répond présent, oui et non, parce que Paris, cette saison-là, je crois, ils sont 6e. Ah oui, Ouais, mais au combien de fois final, Ronaldinho s'est retrouvé sur le banc? Combien ouais, de fois? mais c'est ça, mais parce que sportivement, on a encore l'image, c'est pas à Paris qui perce, hein. À Paris, au final, si on se base que sur le sportif, c'est des à-coups, des coups d'éclat, mais il n'y a pas de régularité, il n'y a pas une grosse saison où tu vois, il est présent sur tous les matchs. Souvent, c'était soit blessure, soit il était sur le banc parce que voilà, il y avait eu un problème avec le coach. Il n'y a pas eu vraiment de la consistance sur son passage à Paris. Il fait 2 ans, mais au final, enfin, beaucoup de Parisiens, voilà, se gargarisent. On a eu Ronaldinho, mais le vrai Ronaldinho, il est apparu à Barcelone. C'est à Barcelone qui s'est créé sa légende. Paris, ça n'a été qu'un tremplin. Et au final, on peut pas se contenter sportivement de ce qu'a apporté Ronaldinho. Alors oui, il y a des beaux buts. Oui, c'est pratique pour chambrer du Marseillais. Mais dans le fond, vraiment, au final, sportivement, on va pas dire que c'était un échec, mais c'était pas non plus, c'est pas extraordinaire. Tout simplement, Samy, tu préfères quelle saison? Les 2 saisons avec Ronaldinho ou la saison d'après avec Branko Boskovic et tu fais deuxième avec Vaïd. Ouais. Ah oui, mais c'est ça. C'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup Ronaldinho, et c'est pour ça aussi que j'ai du mal quand beaucoup de personnes parce disent que ce match à Guingamp, vous le perdez. Hein. Ce match à Guingamp, vous perdez 3-2. Ouais. Hein. Bien sûr. Le but est génial, mais vous perdez. Il est pas un facteur X au PSG. Il ne change pas la donne. C'est ça. Donc après, oui, c'était plaisant d'avoir un joueur de cette qualité. Tu pouvais déjà à l'époque te rendre compte que c'était un joueur spécial. Mais au final, moi, tu vois, je peux pas le placer dans les légendes du club. Tu peux pas dire oui, mais nous, on a eu Ronaldinho, on a eu un Ballon d'Or. Non, moi, je trouve que c'est pas correct. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais après, voilà, moi le débat, ça serait plutôt est-ce qu'il n'aurait pas fallu le laisser tranquille et lui donner de la continuité et le mettre tout le temps titulaire. Moi, par exemple, un truc, je n'ai jamais vu Ronaldinho jouer contre Nice. À chaque fois, il était sur le banc ou écarté. À chaque fois. Alors que tu as des joueurs qui sont comme ça, ils ont besoin d'être comme ça pour être heureux et ça ne les empêche pas d'être performants. Parce qu'en plus, là, on parle d'un Ronaldinho très très jeune, donc on parle d'un joueur qui peut récupérer quand même très facilement physiquement, même si le mec s'en remboîte. C'était Romario, bon là, c'est notre époque, il y a un autre championnat, mais Romario, c'était exactement pareil. Fallait pas lui parler de mise au vert, de pas boire une goutte d'alcool avant un match, tout ça. Mais par contre, tu savais très bien que le lendemain, même si c'était mine cuite la veille, il allait te mettre ton triplé. Donc, moi, je pense que, effectivement, on peut reprocher l'irrégularité de Ronaldinho, mais je pense qu'on lui a pas donné. Je pense qu'on a été trop rigide aussi avec Ronaldinho. On lui a pas donné non plus l'opportunité d'être régulier. On l'a trop souvent écarté parce que Luis Fernandez, et ça peut s'entendre aussi de son côté, voulait faire valoir son autorité, montrer que personne n'est au-dessus du club, tout ça, ce qui peut se comprendre dans le rôle d'un entraîneur, mais quand tu as un talent comme Ronaldinho, est-ce que c'est pas le genre de mec qui, justement, tu peux te permettre d'être plus laxiste et ça posera aucun problème au vestiaire parce que dans le vestiaire, tout le monde le voit, le talent, tout le monde le voit que c'est absolument extraordinaire. Même Nicolas Anelka l'avait dit, c'était Edouard Cissé qui a raconté ça il y a pas longtemps dans une interview. Ils se sont dit non mais là c'est beaucoup trop, c'est absurde en termes de talent. Je pense que personne ne se serait offusqué de voir qu'un Ronaldinho avait quelques passes droits. Enfin, je pense. Après, il était pas prêt, il était trop jeune.
Après, il est très jeune, ça c'est sûr. Est-ce que lui le voulait? Parce que moi, en tout cas, à cette époque, le ressenti que j'avais par rapport à ça, c'était que c'était une opportunité extraordinaire pour le Paris Saint-Germain. C'est que à la base, il n'était pas destiné pour le PSG. Paris avait eu l'opportunité de le prendre et que même lui, je trouvais que il voyait vraiment ça comme un tremplin. Et en fait, c'était un petit peu le début. C'était un entraînement pour lui. Il arrivait parce que cette attitude. Il l'a eu un peu moins à Barcelone. Attention, hein, il n'a pas continué à faire la star. Arrivé à Barcelone, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit, bon, les choses sérieuses commencent. Et ces 2 ans en Ligue 1, c'était un préambule, c'était tranquille, il n'y avait pas trop de pression, les résultats, on s'en fout un peu. J'ai fait des petits coups d'éclat pour me préparer pour la Coupe du Monde 2002, que j'ai gagné d'ailleurs au final. Et j'ai eu l'impression qu'en arrivant à Barcelone, il y a eu quand même une prise de conscience et un peu plus de professionnalisme. Donc, je suis même pas sûr qu'en lui laissant un petit peu plus de latitude, ça aurait changé les choses. Car je pense que dans sa tête, pour lui, c'était clairement pas un projet de rester sur la durée au Paris Saint-Germain. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus performant et un petit peu plus régulier si on lui avait donné un temps de jeu plus régulier, tout simplement. C'est mathématique, quoi. Après, c'est Ronaldinho, tu vois, on aura toujours ce débat. Il aurait pu être vraiment dans la catégorie des tout meilleurs joueurs de l'histoire au vu de son talent, mais au final, tu vois, il a eu cette carrière et cette vie à côté parce qu'il a voulu profiter. Et mine de rien, tu vois, il a gagné, tu l'as dit, Samy, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Il a quand même gagné un paquet de titres que beaucoup, 99% des joueurs n'auront jamais. Il a su peut-être accumuler ça. Il y a forcément cette part de regret parce que quand tu regardes vraiment sur ce qu'il savait faire sur un terrain, et tu l'as dit, Samy, il arrive à Barcelone, je me souviens, ce premier match contre Séville à minuit où il met cette frappe par transversale rentrant des tours, on se dit tous, c'est bon quoi, l'alien a décollé et oui, il peut toujours avoir cette part de frustration. Et voilà, je pense que c'est Ronaldinho, il est tel qu'il est. Et moi je me souviens en plus côté Bordeaux, il avait fait une demi-finale de Coupe de France 2003. Samy, ça veut te dire un truc. Il nous avait martyrisé, il avait fait très très mal à l'équipe, ouais. Mais pour aller dans le sens d'Alex, juste un petit truc, c'est Vas-y. que je Après, pense on passe que au prochain sujet. Je pense que Paris aurait pu aussi anticiper ça et se dire, OK, on a Ronaldinho et à côté de lui, on va mettre un architecte et 10 ouvriers. Donc, du coup, la faillite cette saison-là du PSG, elle vient aussi du fait qu'il y avait tous les autres joueurs autour qui n'étaient pas vraiment des lieutenants qui auraient dû être des lieutenants de Ronaldinho, comme il a pu avoir Carles Puyol à Barcelone. Et je me souviens sur cette saison-là à Paris, tu avais la faillite d'un mec comme Alex Niarco, par exemple. Savoir que Paris s'était fait prêter la saison d'avant à ce poste-là, tu avais Mikel Arteta et puis il part aux Glasgow Rangers et du coup tu as Alex Niarco qui débarque et Alex Niarco n'était absolument pas au niveau. Tu aurais eu un truc blindé derrière et des mecs vraiment super costauds, plus Ronaldinho qui défend pas, qui fait ce qu'il veut et qui joue les matchs qu'il veut. Je pense que Paris avait largement de quoi finir sur le podium, au moins sur le podium cette saison-là, si ce n'est plus. Et Captain Aizen sur le chat qui nous dit une attaque au Kocha, Ronny Anelka, comment Louis a fait pour ne pas gagner la Champions League. Déjà la Liga, ça aurait été pas mal déjà, effectivement. Allez, on va passer au sujet suivant avec donc les One Hit Wonders que nous a trouvé Samy. Donc ces joueurs qui n'auront brillé qu'une seule saison en Ligue 1, qui auront crevé l'écran une seule saison, mais qui n'ont pas su confirmer par la suite ou qui sont partis directement dans des championnats étrangers dont on n'a pas pu profiter assez. Exactement, donc voilà, c'est une nouvelle chronique. On est donc parti sur un nouveau thème. Pour les non-anglophones, pas de panique, hein. En gros, on pourra traduire par c'est le tube de la saison. Voilà, ouais. Les coups d'une saison. Ouais, les coups d'une saison. Mais c'est dit comme ça. En Italie, ils disent aussi One Hit Wonder. Je me souviens pour Marco Borriello, notamment, qu'il avait été avec le Genoa. Et je me souviens que dans la presse italienne, on disait One Hit Wonder. Donc, on n'a rien inventé. Ouais, bien sûr. Donc j'ai fait un petit top 5 non exhaustif, encore une fois, hein, parce que il y en a plein, on peut fouiller, on peut chercher. C'est des joueurs qui ont explosé pendant une saison en Ligue 1, puis après n'ont jamais vraiment reproduit cette performance en Ligue 1 par la suite. En commençant à chercher des potentiels joueurs, il y a plein de noms qui ont fusé dans ma tête, et finalement... Mais ça fuse déjà dans le chat, hein. S'il faut gonfler des blancs, tu peux y aller, hein, tu pioches. Parce qu'en plus, j'ai sollicité des conversations WhatsApp. Oh les gars, vous avez pas... Et c'est vrai que plein de noms sortaient, mais il fallait après, il fallait fact-checker, il fallait voir que les stats, si les stats correspondaient ou pas. Et voilà, il y a plein de noms, moi, qui me sont venus. Et au final, pour te dire, le nom que j'avais prévu, qui m'a donné cette idée, c'était Benjani à Auxerre. Et finalement, il ne se retrouve pas dans mon top 5 aujourd'hui, pour te dire. Parce qu'après avoir vérifié les stats, je me suis rendu compte que
ah, finalement, soit j'ai une mauvaise mémoire, soit voilà, parfois les souvenirs sont différents. J'avais pensé à Nicolas Pepe, à Tullio De Melo, à Johan Odell. À Johan Odell, je me suis dit, ah, mais c'est vrai et finalement, non. Et ben, Odell, il a fait plusieurs saisons à 10 buts. Alors, je pensais qu'il en avait fait qu'une très bonne et qu'après, voilà, il avait disparu. C'était pas le cas. Donc, voilà, on va commencer, pour vous dire à quel point aussi il fallait être précis dans les recherches. J'ai donc 5 noms à vous proposer. On va commencer du plus ancien au plus récent. Pour le premier joueur, je pense que Alex et Romain auront normalement des souvenirs, bons ou mauvais, ils nous diront après coup. Si je vous dis Montpellier, saison 2003-2004 et la célébration de la danse des épaules, est-ce que ça vous dit quelque chose? On sent les experts. Moi, je dirais Habib Bamogo. Habib, bravo. Ah ouais. Exactement. Vous me répondez. Je ne sais pas la Habib. célébration. Ah, et oui, à chaque fois, il enlevait son maillot puis il faisait la danse avec souvenir. Assoumani, avec Mansaré. Vous allez le voir dans les images. Amaury va nous lancer la boucle. Après 2 saisons d'apprentissage à Montpellier, qu'il avait rejoint après 3 ans à l'INF Clairefontaine, puisque c'est un gamin de Paris, Habib Bamogo. Il explose aux yeux de la France. Des promesses avaient été entrevues, bien entendu, la saison précédente. Il avait marqué 4 buts en 33 matchs, mais ça restait un jeune espoir. Là, lors de cette saison 2003-2004, le talent du Parisien de naissance éclabousse la Ligue 1. Il devient titulaire indiscutable dans l'Hérault. Le néo-international espoir, parce qu'il devient international espoir, mais il est intenable sur les pelouses françaises. Il inscrit à 22 ans 16 buts en 38 matchs de championnat. Il finit même 6e meilleur buteur de la saison. Son style, plein de vitesse et de puissance, plaît énormément. Il est courtisé de toutes parts. L'ami Bamogo, après sa saison, il quittera Montpellier en fin de saison pour un Olympique de Marseille très ambitieux. Tout semble se dérouler comme prévu. Son agent deviendra directeur sportif. Bon, voilà, hein. Ça peut aider. Et pourtant, Bamogo, il retrouvera plus jamais ces sommets-là. Messieurs, il atteindra péniblement les 5 buts lors de sa saison marseillaise, qui ne lui pardonnera jamais cette baisse de régime. Il y a une saison à 7 buts à Nice en 2008-2009, et puis c'est tout. Les promesses entrevues en 2003-2004 resteront sans suite. Petite anecdote, moi je savais pas, tu vois, j'ai appris ça sur la fin, il deviendra international burkinabé en fin de carrière, le temps de 7 sélections et un petit but. Donc voilà, c'est quand même, moi je me rappelle très bien, à l'époque, Bamogo, gros prospect. Quand il est à Montpellier, vous vous rendez compte, 16 buts à 22 ans, voilà, il y a quand même des promesses. Et au final, c'est il arrive plutôt un échec. À l'OM, il arrive en second choix, puisqu'en fait, voilà, l'OM avait réussi à prendre Benoît Pedretti, qui était entre l'OM et Lyon. Ouais. Et ils avaient réussi à faire signer Pedretti. Et du coup, Jean-Michel Aulas n'avait pas apprécié. Donc, du coup, il était allé voir Pierre-Alain Fro, qui était l'autre joueur de Sochaux qui était convoité par Lyon et par Marseille, et qui lui a dit, écoute-moi bien, tu vas mettre le montant que tu veux sur le chèque, mais tu vas pas à Marseille, tu signes chez nous. Et donc, du coup, l'OM qui était sur Fro s'est dit, je vais faire finalement Habib Bamogo. Et c'était la dernière saison où Pape Diouf était agent, avant de devenir parce qu'il avait accepté le poste de directeur sportif de l'OM. Et donc, du coup, il se retrouvait dans une situation où il était et l'agent de Pierre-Alain Fro et l'agent aussi d'Habib Bamogo, ce qui était un peu délicat à gérer forcément. Et toi, Alex, un souvenir à Nice de Bamogo? Oui, en fait, Bamogo, c'était un bon joueur, c'était un bon petit joueur chez nous, mais je crois qu'il a peut-être jamais dépassé les 10 buts par saison chez nous. Il en mettait 7, 8, il dépannait, il avait quelques actions, quelques petites fulgurances. On se dit, peut-être qu'on va retrouver le Bamogo de Montpellier, mais au final, on l'a jamais retrouvé, ce joueur-là. Clairement, je pense que ça a été un joueur qui a eu une saison en sur-régime et qui, derrière, après, a retrouvé son niveau normal. Mais ça restait un bon petit joueur de Ligue 1. Mais souvent, quand ils ont cette saison jeune, on a l'espoir. On se dit, plus tu la jeune, plus tu as possibilité justement après de progresser. Et c'est ça qui est étonnant parce que vraiment, il avait quand même de vraies qualités. Il avait une bonne frappe, il était rapide. En 1 contre 1, il pouvait faire le taf. Enfin, tu vois, on l'a vu sur la boucle, il y a eu quand même des buts intéressants. Il avait une palette complète. C'est quand même, c'est là où on se dit que ça tient à rien. Peut-être c'était psychologique, mental, on saura jamais, mais il y avait de quoi s'emballer en tout cas sur cette saison-là. Puis de mémoire, Samy, c'est dans un Montpellier qui descend à l'issue de cette saison. Exactement. Dans une équipe avec Carotti, Zodic, Rui Pataka, Mansaré, Assoumani. Exactement. Ils avaient vraiment réussi à se débrouiller pour mettre 16 buts comme ça dans un tel contexte. Non, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, on attendait beaucoup de choses. Et tu as dit en plus international espoir français, quoi.
Et c'était une autre Ligue 1, c'était pas la Ligue 1 des talents où les jeunes étaient mis en promo, enfin étaient promus quoi. C'était un attaquant de 22 ans début 2000 titulaire en Division 1 à l'époque. C'était pas commun. On va passer à notre deuxième nom. Alors, on va voir si vous êtes des connaisseurs. Hein. Attention. J'en suis noté plein. On va voir si j'ai les bons. Vas-y. On va voir parce que attends, tu sais quoi celui-là, je l'ai sorti à quelques petits jeunes dans des rédacs. Ils ne le connaissaient pas. Donc, on va voir. Ah, mais des petits jeunes, attends, ici, c'est une équipe de boomers, ici. C'est vrai. Alors, pour notre deuxième nom, c'était à une époque où la Belgique n'était pas numéro 1 FIFA pendant 4 ans, loin de là. Une époque où l'attaque belge reposait parfois sur les grandes épaules de Luigi Pironi. Pironi, notre second tube. Il a même pas été bon une saison, lui. Ouais. Après, il a une grosse saison, lui. Après, c'est une question aussi d'impact. Hein. Donc, l'attaquant belge, il est repéré par Giroud alors qu'il évolue à l'Excelsior Mouscron. Et il vient tout juste de terminer meilleur buteur de Jupiler League pour sa première saison en D1. Il arrive quand même comme un... Sur le chat, ça connaît pas. Ah ben voilà, et ben ça sert à ça aussi League of Legends, tu vois. Lors de sa première saison, il enchaîne le bon et moins bon. Son adaptation à la Ligue 1, elle est plus compliquée que prévu, et il se contente souvent de bouts de match ou de titularisations peu convaincantes. Par contre, deuxième saison, Pironi. Je m'en souviens, il était nul. Attends, mais Pironi, il prend. Vas-y, non, je me souviens pas. Non, mais il prend la place de titulaire lors de la saison suivante et il inscrit 12 buts en 33 matchs de Ligue 1, le tout agrémenté de 4 passes décisives. Grand. Ouais, c'est Dario Benedetto, quoi. Mais après, il est dans le thème. C'est un joueur grand, costaud, à droit devant le but. Alors, c'était pas le plus grand des esthètes. Je suis d'accord avec vous. Il est aussi très bon tireur de penalty. Ça a aussi augmenté son pécule de but. Mais le Belge, lors de cette saison, c'est un incontournable à la GIA Auxerre et même dans la Ligue 1 parce qu'il gagne même le cœur des supporters de la GIA. Son style, je vous l'ai dit, peu esthétique, ne refroidit pas d'ailleurs Nantes qui décide de miser sur le Belge pour renouveler son attaque la saison suivante. Ni Lens qui décide, malgré la saison peu convaincante à Nantes. Ouais, mais c'était quand il y avait Giroud. Giroud, il avait besoin de cachetonner un peu, il reprenait ses copains. C'est ce que j'allais te dire, c'était voulu par Giroud, qu'il sollicite en prêt la saison d'après. Mauvaise idée, car Pironi, en fait, il dépassera plus jamais les 3 buts le reste de sa carrière. C'est pour ça où le One Hit Wonder, ça rentre dans le thème. C'est un an à très haut niveau quand même, et puis s'en va. Voilà. Il a été aussi à Valenciennes, non, de mémoire, non? Peut-être. Ouais, je sais qu'il finit en Ligue 2. Alors peut-être c'est à Valenciennes. Il fait un paquet de clubs en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'était le bon joueur, c'était un joueur utile de Ligue 1. Bon. Il dépasse plus jamais 3 buts. Hein. Il fait 2, 3, 2. C'est le grand pivot que quand tu fais une mission maintien, tu dis tiens c'est bien, même si on joue pas, on pourra balancer une saucisse devant et peut-être qu'il mettra un coup de tête, quoi, tu vois. Bon, c'est un mec qui a un bon agent. Ouais, je suis pas sûr qu'il avait sa place dans ce top quand même. T'es gentil, Samy, sur le coup. Attention, parce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le tube d'une saison, c'est aussi, attention, c'était une Ligue 1. Mais lui, c'était même pas le tube. Lui, c'était une chanson de fin d'album. Il marque 12 buts, et les mecs, ils finissaient pas à 33 buts comme avec Kiki. Hein. C'était une autre époque, la Ligue 1. 12 buts, t'étais dans le top 5 des buteurs, t'avais ta place dans le dimanche matin. Voilà. T'avais Paoletta tout devant. C'est une autre époque, attention. Là, on parle de 2005-2006. Hein. C'était il y a très longtemps, les amis. C'était il y a 17 ans. Allez, on te l'accorde. Allez, merci. On va passer au troisième. J'espère qu'il va mettre tout le monde d'accord, celui-là. Je pense que oui. Normalement, c'est bon. On va retrouver un attaquant qu'on a déjà évoqué dans League of Legends. C'est l'international sénégalais Moussasso. Henri Camara. Moussasso, exactement. Tout le monde se rappelle de son énorme. Ça marche, c'est bon? Ah, c'est bon. Ouais. Alors là, on est tranquille. Tout le monde se rappelle de sa énorme saison, 2010-2011, qui verra un Lille vers son Dream Team dominer le championnat de France. À la pointe de cette armada, donc, le Lion de la Teranga qui s'occupe de la finition et il le fait plutôt bien. 25 buts, 6 passes décisives en 36 matchs. Avant ça, sa meilleure saison, c'était à Rennes, c'était 9 buts.
Il était arrivé un peu dans l'anonymat à Lille. Personne ne pouvait prévoir qu'il réussisse comme ça. Première Il y avait saison. vraiment pas Donc, de hype autour de ce transfert. ah oui, Ça, je vraiment, me souviens. c'était fou. Il venait de devenir international sénégalais, 25 buts, 6 passes D, comme je vous l'ai dit. Il est stratosphérique sur cette saison. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. À droit devant le but. Il est doté de la vista nécessaire pour sortir de n'importe quelle situation. CF, on le verra, son but contre Lyon, qui est juste exceptionnel, malgré la défaite. Le geste de l'attaquant, il est là, il est pur. So, il marche sur l'eau lors de cette saison magique. Alors que, comme je vous l'ai dit, il n'avait jamais dépassé les 9 buts. Voilà son but contre Il Lyon. aimait Et ça, beaucoup les on premières. C'est regarde. comme par hasard, c'est fou, hein. Ah, quand même incroyable. Hein. Ah, puis c'est un mec qui est formé vraiment sur le côté et à Rennes, qui est un attaquant de côté et qui se retrouve attaquant axial à Lille, alors que je pense qu'au début, il voulait mettre Vitek. Et il se retrouve à Axial et il fait cette saison incroyable. Ouais, lui, Folle. c'est totalement un one hit wonder. Ouais, Ouais. folle. Personne ne l'attendait parce que d'ailleurs la saison d'après elle est plus que mitigée. Il passe de 25 buts à 6 buts. Bon déjà il y a un petit truc quand même. Il quitte ensuite le championnat de France et il part en Turquie où il retrouvera un bon rythme. Il fera des saisons à 15, 16 buts, mais il retrouvera jamais en fait les sommets statistiques qu'il a pu afficher lors de cette saison légendaire avec le LOSC. Donc c'est un véritable tube d'une saison. Je pense que là tout le monde est d'accord et qui a laissé un souvenir impérissable dans le Schnorr. Ouais, effectivement. Là, pour le coup, je pense que ça ne souffrira d'aucun débat. Moussa Sow. Moi, j'avais pensé quand tu as dit international sénégalais, qu'on l'a très peu vu. Enfin, j'avais pensé à Henri Camara Camara Sedan. avec Sedan. Ouais, mais J'avais adoré ce joueur. Il fait plusieurs bonnes saisons à Sedan en fait. J'avais pensé ouais. aussi. Il fait des saisons à 9, 10 buts. Tu vois, il fait plusieurs bonnes saisons. Ouais. Pour le quatrième Encore joueur, plus dans une équipe en plus, c'était pas fameux. Hein. Vraiment, il se débrouillait tout seul comme un grand. Bref, vas-y, excuse-moi. Les sangliers, vilain comme Ndiefi, exactement. Quatrième joueur. Alors là, c'est intéressant parce que je veux voir ce qu'Alex en pense parce que tu es directement concerné. Okay. Je pense que ça te rappellera de bons souvenirs. Okay. On va se pencher sur la superbe saison 2012-2013 d'un Argentin. Vitanic. Exactement. Darius Vitanic. Bien sûr, bien sûr. Ça rentre les gars? Ah oui, ça rentre totalement. Oui, parce qu'après c'est plus rien. Puis il arrive pour l'Ajax pour 3 fois rien. C'est Sivelli qui le recrute limite, qui prête de l'argent. Enfin, j'exagère. Mais c'est Sivelli qui dit allez les gars, prenez-le s'il faut. Je mets un peu un billet. Mais c'est fou, exactement, parce que voilà, il y a après 2 saisons moyennes aux Pays-Bas, tu l'as dit, à l'Ajax, et un prêt au Mexique où il dépasse à peine les 10 buts, Vitanic arrive sur la pointe des pieds, sur la Côte d'Azur, c'est un nobody. Ses débuts sont compliqués, il y a des problèmes administratifs en plus. Vraiment, le gars n'a pas de chance, qui l'empêche tout de suite de débuter parce qu'il avait un passeport croate qui n'avait pas été homologué. Enfin bon, il commence pas tout de suite, il débute après 1 mois de présence. Et en plus de ça, quand il débute, il a une forme physique peu évidente lors de ses premiers pas. Les reproches commencent à tomber. On pense que ça va être un gros four parce qu'on est déjà mi-septembre. On pense que c'est fini. Et pourtant, le déclic qui va arriver après un match de Coupe de la Ligue, fin septembre, où il inscrit un doublé. Et là, la machine argentine, elle est enclenchée. Le championnat de France s'apprête à découvrir le vrai Darius Vitanic. En décembre, il est élu joueur du mois et il talonne messieurs Zlatan Ibrahimovic au classement des buteurs. Voilà, et ça, c'est un moitié wonder. La greffe avec Nice, elle est complète. Peu présent dans le jeu, Vitanic est par contre très clinique. Alors ça, je ne savais pas, il était l'un des buteurs les plus précis d'Europe lors de cette saison, avec 12 buts marqués sur 18 tirs cadrés en mars 2013. Là, niveau précision, c'est quand même pas mal du tout. Après 2 mois d'absence, donc en plus, parce qu'il est absent 2 mois durant cette saison, parce qu'il se blesse, il finira quand même sa saison avec 19 buts et 3 passes décisives en 29 matchs de championnat et une belle 4e place pour les Aiglons. Il finit également deuxième, alors ça aussi je ne savais pas, deuxième meilleur buteur argentin sur la saison, derrière forcément Lionel Messi, mais devant Agüero, devant Higuaín et devant El Apache Carlos Tevez. Donc c'est quand même une vraie prouesse. Sa seconde saison, entre rumeurs de départ, coup de moins bien, se soldera par 8 petits buts et une confiance tronquée aussi avec la direction niçoise concernant une revalorisation salariale qui ne viendra jamais. Il quittera Nice au cours de sa 3e saison, un peu dans l'anonymat général, sans jamais avoir retrouvé son niveau de la première saison. Messieurs, c'est un véritable one-hit wonder, notre ami Vitanic. Là, totalement. Ouais. Mais ce qui était paradoxal avec ce joueur, c'est que même là, on le voit sur les images, c'est que c'est un joueur, il n'était pas très grand, il n'était pas très rapide. Techniquement, c'était propre, mais c'était pas quelqu'un qui faisait des grandes différences balle au pied. En fait, son jeu, c'était que
le sens du but et l'intelligence dans le déplacement, dans la qualité des appels de balles. C'était tout dans la tête en fait avec ce garçon, et ça, je trouvais que c'était d'autant plus impressionnant en fait. Il était assez beau à voir jouer, et c'était vraiment un tueur devant la cage. C'était quand même assez impressionnant. À Nice, c'est un joueur, quand t'en parles encore aujourd'hui, vraiment qui n'évoque que des bons souvenirs, même si effectivement, comme tu l'as dit, sur sa deuxième saison, ça se confirme pas, et effectivement c'est vrai que ça avait été perturbé notamment aussi par des rumeurs de transfert qui ne se sont pas, enfin c'était même pas des rumeurs, c'est qu'en gros il y avait un transfert au Zénith Saint-Pétersbourg qui aurait pu se faire, que lui voulait parce que c'était vraiment un niveau supérieur. Finalement ça se fait pas, et derrière petite baisse de motivation. Après voilà, il y a eu cette histoire de revalorisation, tout ça machin, et au final la deuxième saison finit un petit peu en eau de boudin, et c'est vrai qu'après ça il a vraiment regretté parce qu'il aura jamais retrouvé ce niveau-là. C'est une race de buteurs, parce qu'à Bordeaux on a eu le même un peu avec Fernando Cavenaghi, forcément, des attaquants argentins qui aujourd'hui on ne retrouve plus ça, quoi, vraiment, à l'instinct au but, qui sont pas les plus rapides, tu l'as dit, les plus vifs, les plus grands, mais la différence face au but, enfin là on le voit tu l'as dit, les appels, les prises de balles, la précision du pied, dès qu'il y a un face à face, t'as quand même grande chance que ça finisse au fond. Et moi j'en ai un excellent souvenir de Zvitanic, vraiment un mec qui aurait pu faire un peu plus de choix c'est ça, c'est des regrets, c'est toujours quand on parle de ce type de joueur. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire une plus belle un petit peu carrière, notamment avec l'arrivée à l'Alliance Riviera, tu vois, s'installer vraiment faire 4-5 saisons un peu pleines à Nice avant peut-être d'être chercher un dernier concours. Mais il me semble que c'est lui le premier buteur à l'Alliance Riviera. Donc il reste quand même dans l'histoire. Je crois qu'il marque aussi le 1000e but de Nice. Enfin, en tout cas, il est dans l'histoire. Le gars qui a travaillé sa chronique, il est quand même, il est dans l'histoire de Nice. Et c'est vrai que dans l'histoire moderne du club, évidemment. Moi aussi, j'avais un bon a priori et un bon souvenir de Zvitanic. Ouais. Attention, après à Nice, nous on aime bien les One Hit Wonders. Je peux te faire un sujet rien qu'avec Nice. Kaba Diawara, sa meilleure saison, il l'a fait à Nice. Darius Zvitanic, Hatem Ben Arfa. Ben Arfa, ouais. C'est l'exemple. Ben c'est Arfa, le climat, c'est la salade. Ben Arfa, c'est le numéro 1 des One Hit Wonders, quoi. Au final, sa saison à Nice, ça aurait été la plus belle de toutes, quoi. Ben c'est surtout que c'est sa seule, en fait. Ouais, c'est là où c'est One Hit Wonder. Le concept de ce truc-là, c'est un mec qui finalement, il peut briller un match à droite, un match à gauche, un match à droite, mais une saison régulière, il en a fait qu'une seule. Et le concept du One Hit Wonder, c'est un peu le mec qui vit dessus. Et Ben Arfa, elle arrive pas au début de sa carrière, sa saison à Nice. Mais je pense que c'est vraiment le One Hit Wonder par excellence, parce que la seule saison complète qu'il a faite dans sa vie, c'est celle-là en fait. C'est cette saison à Nice où il a vraiment montré tout son potentiel. Et depuis, il vit dessus. On le voit encore avec Lille. Au moment où un club le recrute, ils se disent non mais attends, regarde ce qu'il a fait à Nice. Voilà, ça vient toujours en tête. Et c'est à chaque fois. Il était pas mal à Newcastle, Ben Arfa, oui, mais pareil, même à Hull City, il a fait 2-3 trucs sympas, Marseille, mais ça reste, c'était irrégulier. La seule saison pleine, c'est vraiment à Nice, quoi. Mois, ouais. Il fait quoi? Il fait une saison à quoi? 8-9 buts, 8-9 passes D, quoi. C'est la première, il démarre bien, et puis après, il s'essouffle un peu. Avec son but au parc aussi. C'est ça, il démarre. Ça, c'est la deuxième saison. Il démarre numéro 10 derrière 2 attaquants, et puis ça s'essouffle un peu. Et la deuxième saison avec Deschamps, ça démarre mal. Et puis il a une période où ça va un peu mieux. Et puis il suffit vraiment qu'à un petit jeu à l'entraînement, il n'ait pas gagné, et ça le fait replonger. Et, enfin voilà, c'est des trucs, des mecs, ça se joue à rien, quoi. Mentalement, c'est beaucoup trop friable. Mais par contre, sur sa saison à Nice, du début à la fin, c'est magnifique. Ouais. Tu l'avais dans ton top, Samy? Non. Ah bah voilà, au moins l'aura rajouté, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Alors le dernier, franchement, je pense que vous allez le trouver. Hein. Dernier joueur de notre top du jour, on se dirige vers la Bretagne. Voilà, situé vers la Bretagne, un club qui aujourd'hui n'est plus en Ligue 1. L'en avant Guingamp, saison 2014-2015. Est-ce que vous l'avez? Claudio Beauvu. Vous êtes très fort. Beauvu. Exactement. Voilà, je parle bien sûr de Claudio Beauvu. Rien ne prédestinait l'international guadeloupéen à exploser lors de cette saison. Ses principaux faits d'armes étaient une saison à 11 buts à 3 en national et une saison à 10 buts en Ligue 2 sous les couleurs de Châteauroux. C'est sa première saison à Guingamp, elle n'avait pas laissé non plus des souvenirs impérissables avec 5 petits buts en 36 matchs. Pourtant, lors de cette saison 2014-2015, Beauvu, il va complètement crever l'écran, hein. Physiquement au top, en pleine confiance, le futur lyonnais va marcher sur le championnat avec un jeu de tête
au-dessus de la moyenne, hein, malgré sa petite taille. C'est quand même, tu l'as dit, Herbovu, tu vois, tout de suite, c'est venu, alors que c'était pas non plus le joueur le plus grand, ou voilà, c'était pas celui auquel on prédestinait un jeu aérien infaillible. Beauvu, il fait du mal à beaucoup de défenses de première division, 17 buts et 4 passes décisives en 36 matchs. C'est quand même pas mal. Il partage avec Didier Drogba le titre de meilleur buteur de Guingamp sur une saison en première division. Et rien que ça, c'est déjà pas mal quand même, je trouve, comme comparaison. Et il se permet même de dépasser l'icône ivoirienne, toute compétition confondue, puisque voilà, il y a la Coupe d'Europe cette année-là. Exactement. Il avait mis aussi des buts. Jusqu'à un match contre Kiev, je crois que c'était un 8e de finale. Il joue en 8e. Bah, d'ailleurs, il tape le PAOK de mémoire. Il est excellent en Coupe d'Europe. Enfin, c'est la belle équipe de Jocelyn Gourvenec, Dynamo Kiev. De mémoire, ça se joue à un rien qui passe vraiment en quart de finale. Ah oui, c'était une équipe séduisante. Il y avait quand même des joueurs intéressants. Il y avait aussi Marvaux aussi qui avait fait une très très bonne saison à ses côtés. Et puis le maillot domicile était vraiment stylé avec la barre noire au milieu. Franchement, quand on voit où est maintenant Guingamp, c'est vrai que ça peut amener des regrets. Et Bielsa le voulait à l'OM. Hein. Bielsa voulait le recruter après cette saison-là à Guingamp. Bielsa voulait vraiment le recruter à Marseille. Ça aurait pu être mignon. Bielsa plus Beauvu, parce qu'on va en parler pour la suite. Immense saison. Voilà, après le tel prouesse, c'est l'OL qui se penche sur lui et qui décide de s'offrir ce tube de la saison pour 8 millions d'euros, un peu moins de 8 millions d'euros avec bonus. Un transfert qui se révélera être un véritable échec, non pas parce qu'il ne s'entendait pas avec Alexandre Lacazette, mais c'est juste parce que la greffe lyonnaise, elle prendra pas dans le Rhône, malheureusement. On reconnaîtra plus jamais Beauvu, lui ne retrouvera plus jamais vraiment une saison, même avec un prêt au Celta Vigo. Il dépassera plus jamais les 5 buts, alors qu'il n'était pas si vieux que ça. Je pense que ça rentre encore totalement dans le thème. Hein. C'est vraiment une saison et puis s'en va. Bien vu. Ouais, Claudio Beauvu, effectivement. Sinon, il y a un nom qui est pas mal revenu sur le chat, c'est Jérémy Aliadière avec sa grosse saison à Lorient. Et il était dans les. En fait, j'avais 6-7 noms, tu vois, et il était dans les noms. On pourra y faire un sujet à part parce que lui, vraiment, la carrière qu'il a eue à Arsenal et puis il débarque à Lorient, et c'est vrai qu'il fait une saison incroyable. Merci au chat de nous préparer les prochaines réunions, les prochaines Ligue 1 Legends. Ça fait toujours plaisir d'anticiper. J'en ai quelques-uns, les gars. Vous me dites si ça marche ou pas. Ouais. Bon, je me suis noté Matt Moussilou sur sa saison à Lille. Et puis derrière, il vit dessus parce que à Nice, tout ça, ça marchait pas aussi bien que ça. Horrible à Nice. Ouais, voilà. Non, c'est pas que ça marchait pas si bien, c'était catastrophique. Vraiment. Il manquait l'immanquable à chaque match. Je crois que c'est le plus gros transfert de Nice au moment où ils le prennent. Et c'était catastrophique. J'ai pensé aussi à Denilson avec Bordeaux. Il casse pas non plus la baraque, Bordeaux. Il a laissé un très bon souvenir. Je crois que c'est une saison où Bordeaux fait 2e et avec Ricardo, et c'était un peu un des éléments clés. Il state pas beaucoup, mais techniquement, il y a eu plein de dribbles, de coups de sombrero. Enfin, j'aurais peut-être plus dit Jussier, non? Au final, Jussier, il fait une grosse saison, mais derrière, après, c'est blessure. Ouais, mais il était toujours là. Enfin, c'était un mec du groupe et tout. Denilson, il est identifié sur une saison. Jussier, c'est une période. Jussier, il y a eu des blessures et tout, il y a eu des à-coups, il est revenu. À Bordeaux, je pense qu'il y a peut-être un Diego Roland qui doit faire vraiment une saison peut-être 2014-2015, un peu au-dessus du lot. C'est comme Luigi Perroni, ça, c'est pas... Ah, Diego Roland, je sais qu'à Marseille, il y a un petit lien affectif, comme Carlos Henrique. Mais sinon, il y a Juan Pablo Sorin avec le PSG. Ouais. Qui était monstrueux avec le PSG, et je crois que c'était la seule fois de sa vie la seule saison de sa vie où il a été monstrueux, parce que même derrière à Villarreal. À Villarreal, il était pas mal. Il était pas mal à Villarreal. Ok. C'était vraiment le talisman. Vraiment au PSG, il était incroyable. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a cette stat où en fait Paris n'a jamais perdu un match avec lui. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est le talisman, comme a dit Amo. Le talisman. Et puis après, tu as Dagui Bakary à Lille, pareil, qui avait fait une grosse saison avec Lille, en fait, qui avait marqué. Tu te demandais comment il marque 10 buts, un truc comme ça. Non, et puis il était surtout bien aidé par Saladin Bassir en toute objectivité. Bien sûr. et puis il a vécu dessus. Sinon, chez Victor Hugo Montagno avec Montpellier. Mais est-ce qu'il fait vraiment une grosse saison l'année où il remonte? En fait, c'est leur attaquant phare et ils finissent 5e du championnat, donc pour un promu, c'était pas mal. Et là, il le refourgue à Rennes et il a toujours été nul derrière. Sinon, pour Marseille, il y a 2 noms qui peuvent sortir. Il y a Djaneli Mboula
la saison avec Bielsa où il est vraiment étincelant et puis c'est la seule saison de sa carrière, de toute sa carrière. Ah ouais, il laisse pas mal. Tu peux te dire qu'avec Guingamp, quand il fait monter Guingamp, c'était quelque chose aussi. Et il y a surtout Lassana Diarra, parce que Lassana Diarra, quand il arrive à Marseille, c'est un ovni où tout le monde se dit, c'est la seule bouée à laquelle on pouvait se raccrocher en se disant c'est quoi ce type. Il retrouve l'équipe de France. Il retrouve l'équipe de France, il y a tout la saison. Mais même si on regarde dans le détail, c'est même pas une saison complète en fait, puisque déjà sur les derniers mois, il avait décroché, il était en train de penser à comment il allait rembourser ses emprunts et son amende de 10 millions d'euros auprès de la FIFA. Allez, on va terminer avec un dernier sujet. Donc, on le rappelle, ce soir, très beau match en Ligue 1 qui nous attend. Petit derby du Nord entre Lille et Lens à 21h. Ça donne toujours des beaux duels et on est souvenu d'un en particulier qui date de 2006, Adri. Ouais, c'est ça. On va se plonger dans des belles années pour les deux clubs qui, mine de rien, c'est un peu le hasard, mais là, retrouvent un peu la lutte pour la Coupe d'Europe. Alors forcément, LOSC a gagné le titre, mais c'est surtout Lens qui est bien revenu de Ligue 1. 18 mois après, l'équipe de Francaise est à la lutte pour se qualifier. Et c'était aussi le cas en 2006 avec, d'un côté, le LOSC de Claude Puel qui avait vraiment bâti cette équipe, qui avait réussi à construire quelque chose sur la durée. Et le Lens de Francis Gillot qui était aussi une équipe agréable. Mine de rien, la saison d'avant, LOSC finit 3e. Lens 4e, donc déjà tu as une vraie lutte pour la suprématie évidemment dans le Nord, mais également pour voilà sur la Ligue 1 quoi. Ces deux équipes qui étaient compétitives. On est en mois d'août 2006, deuxième journée de Ligue 1, les deux équipes ont gagné leur première journée respectivement contre Rennes et contre Troyes. Du coup c'est le stade Villeneuve d'Ascq. Amaury, je pense que tu peux envoyer les images. Villeneuve d'Ascq, ça laisse un souvenir peut-être un peu mitigé aux passionnés avec petit stade, piste d'athlétisme. Forcément, c'est toujours un peu particulier. Mais deux équipes, avec des noms qui vont nous dire quelque chose. Notamment, je pense que je vais faire plaisir à Samy parce que on a déjà parlé ici dans les Legends, mais ça va faire plaisir. Peter Odemwingie, excellent lors. La pépite FM. Il sortait de nulle part, mais alors nous, on le connaissait tous. Ouais. Tout le monde connaissait. Oh, il est trop fort, t'inquiète et tout. Bon, au final, c'était pas trop planté. Ouais, non, franchement, un Peter Odemwingie au sommet. D'ailleurs, franchement, c'est une équipe du LOSC avec beaucoup de noms assez plaisants. Mathieu Chalmé, Jean de Macoun, Michel Bastos. Et on a commencé cette émission, on va boucler la boucle. On a commencé cette émission avec Mathieu Bodmer. On va aussi avoir droit à du Mathieu Bodmer, qui était placé en numéro 10 ce jour-là. Et on va le voir déjà en d'entrée. Le Lens qui subit le coup, qui vraiment n'a jamais vraiment rentré dans cette rencontre. Et le LOSC qui ouvre le score dès la 13e minute de jeu par Mathieu Bodmer. Je vous laisse admirer le centre de Nicolas Plestan, qu'on avait peut-être un peu oublié sur le coup. Mais voilà, c'est vrai que... Nicolas Plestan. Ouais, il était pas en équipe de France, hein. Il était en équipe de France, non. C'est pas un mec qui avait une arme et qui menaçait des mecs avec une arme sur l'autoroute. Il y a eu une histoire très chelou avec Nicolas Plestan. Ah ouais, ça c'est quand il joue en Allemagne ou un truc comme ça. Bon, enfin voilà. Oui, il était parti du côté de Schalke. Un des acteurs malheureux de cette rencontre qu'on a aussi oublié, je pense, il y avait Seydou Keita, mais il y avait celui qui était à côté de lui, Sidi Keita, qui malheureusement, derby, engagement. Déjà, on sait qu'en 2021-2022, entre les deux équipes, c'est très tendu. Là, c'est un peu pareil, hein, entre les deux. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas entre Lillois et entre Lensois. Et là, Peter Odemwingie à l'œuvre, la gestuelle du buteur, on l'a dit, l'attaquant nigérian qui aura faire ensuite une belle petite carrière du côté de la première ligue de la Russie. Exactement. Mais c'est vrai que il va où en Russie déjà après? Lokomotiv Moscou. Lokomotiv, ouais. Okay. Et limite, quand je regarde un peu les stats, ça aurait presque pu être un One Season Wonder. Mais je pense que sur cette rencontre, il a vraiment écrasé. On voit déjà Vitorino Hilton à l'œuvre. On l'a vu contre Raymond Kopa aussi, hein, tu sais. Ouais. Mais il était meilleur vieux, Hilton, hein, je pense. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé tout au long de sa carrière. Il a pris la bouteille. Quand il a pris la bouteille. Marseille, il était nul. Hein. Ouais, mais alors qu'après, franchement, à Montpellier, il est vraiment bon. Hein. Donc je te dis, c'est vraiment lui, c'est bonifié. Ouais, c'est clair. Je vous l'ai dit, Sidi Keita, un engagement un peu trop rugueux dans ce derby du Nord. Lens qui se retrouve en première période mené 2-0, qui en plus est à 10 contre 11. Pourtant, c'est une équipe de Lens avec des beaux noms, quoi. Avec Jussier, avec Arona Dindan, avec Olivier Taumert, avec Daniel Cousin. Tu vois, un beau quatuor bien Ligue Legends quand même. Hein. En attaque, là, on est avec du beau monde. On a eu Charlie Tanjokaj, on a déjà eu en invité. Enfin, malheureusement, en fait, ce derby...
je vous avoue, je fais plus plaisir aux Lillois qu'aux Lensois parce que ça a été vraiment à sens unique. Odemwingie qui rate quand même, voilà. C'est aussi un petit signe, hein. Il aurait pu beaucoup plus se stater. Ça a été vraiment un match à sens unique. Là, on se demande encore comment il fait parce que un buteur comme ça, en cette situation-là, normalement, c'est cadeau. Il va se rattraper, je vous rassure. Il va être beaucoup plus clinique peu de temps après. Mais c'est vrai que cette équipe du LOSC, quand on voit les noms, c'est vrai, je vous l'ai dit, hein, Bastos, Makoun, c'est une équipe bâtie par Claude Puel depuis 2002 et on sent quand même que voilà, c'est une équipe qui prend encore de la dimension, qui pose les bases ensuite du succès de Rudy Garcia, quoi. Ah, c'est vrai que ça construisait très très bien avec beaucoup de très beaux joueurs et de bons joueurs de ballon, hein, effectivement. Et puis pas que, Claude Puel avait fait le centre d'entraînement, petite anecdote un peu à la con, mais il avait fait faire un circuit pour la récupération avec des copeaux de bois posés par terre et il imposait aux joueurs de passer sur ce truc-là pour la récupération au niveau des mollets. Et voilà, c'est des petits détails comme ça à la con, mais la saison où Lille est derrière est champion, enfin c'est là aussi où tu vois le club qui se structure, où tu sors du schéma, on se change dans des Algeco et Lille est devenu à ce truc-là avec un centre d'entraînement super moderne et c'était Puel qui avait pensé à un peu tous ces détails-là, quoi. Ouais, Après, de façon générale, en Ligue 1, c'était une période où ça se professionnalisait beaucoup. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu cette mouvance où on prend encore un peu plus conscience de l'importance du football à post-98, forcément. Et c'est vrai que Lille, ça a été l'un des clubs qui s'est le plus structuré sur cette période. Hein. C'est la génération lilloise qui performe après en C1. Ouais, c'est l'équipe qui va taper le Milan avec Odemwingie buteur à San Siro et qui perd contre Manchester United. Le coup franc de Giggs. Évidemment, j'en peux pas passer à côté. Le fameux coup franc de Ryan Giggs qui reste en travers de nombreux supporters lillois. Mais tu vois, Lens aussi était allé en Coupe d'Europe. Alors certes en Coupe UEFA, ils s'étaient fait éliminer en huitième de finale par le Bayer Leverkusen. Ils avaient notamment réussi à battre le Panathinaikos en tour d'après. Lens, ça a été une saison frustrante parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été la saison après, forcément il y a eu Giroud, il y a eu la descente, mais Francis Gillot, il était vraiment à ça d'emmener l'équipe en Ligue des Champions. Il y a eu un dernier match à 3 où ils perdent totalement les pédales. Ils passent de deuxième à cinquième. Exactement, c'est qu'ils sont vraiment tout le long de la saison, ils sont bien, ils sont vraiment, ils sont là quoi. Et je l'ai dit en plus avec cette équipe avec Aruna Dindan, on a déjà parlé dans les Ligue Jones, avec Jussi, avec Daniel Cousin, avec Olivier Tomert, et surtout une immense saison de Seydou Keita dont on avait déjà parlé avec Samy. Il y a beaucoup de frustration du côté de Lens justement. Ils viennent gagner au Vélodrome au mois de février-mars. Ils viennent gagner 1-0. Ils ont à ce moment-là 13 points d'avance sur l'OM. T'imagines ? Et on est tous à se dire c'est mort pour la. Et finalement, c'est l'OM qui finira deuxième cette saison-là. Il y aura un final de feu. Et on est au coude à coude avec Lens sur les 2 dernières journées. Je crois qu'ils font 1 point sur les 2 derniers matchs. Tu parles de cette défaite à 3. Je crois que 3 étaient déjà condamnés. Et ils passent là-dessus. Je pense qu'en fait, ce qui les a tués, ils avaient fait un move qui les avait un peu massacrés au mercato d'hiver, où je crois ils font partir le dernier jour du mercato. Ils échangent Olivier Tomert et Olivier Monterrubio avec Rennes. Exact. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça et ça les a un peu coulés sur la fin. Et ils font même partir Jussier à Bordeaux au mercato hivernal. C'est ça, c'est les deux. Ça se fait le même jour. Exactement. Donc tu as dit move un peu étrange et c'est marrant parce que c'est vraiment un moment où Lille avait un peu d'avance, mais Lens, tu vois, ils étaient pas loin et ils auraient pu, tu vois, prendre une bonne bascule, un vrai tournant. Et t'imagines, genre, ils passent de à un match près, deuxième en Ligue des Champions, un an après, la saison, la banderole au Stade de France, la relégation, toutes les mauvaises décisions qui s'enchaînent. Donc tu vois vraiment un effondrement soudain. Je crois qu'il nous reste à Amaury juste un but à voir de Peter Odemwingie, juste pour le plaisir. Après, on pourra reprendre la conversation sans problème. Juste histoire de parachever le triplé de l'international nigérien qui est efficace. Le centre de Kader Keita. Donc quand même, beau petit souvenir aussi, joueur pas One Season Wonder, peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai qu'à Lyon, il a jamais décollé ce gars-là. Ouais, mais il fait combien de saisons à Lille ? Ça, c'est en fait, c'est pas que dans un club, ça dépend. Ouais. Je pense qu'il fait plusieurs bonnes saisons. À Lille, j'ai pas le souvenir qu'il fasse qu'une seule bonne saison. Il a très vite, il avait quand même impressionné son monde, Kader Keita. Ouais. Là, les gens restent un petit peu sur, c'est ça. Les gens restent un petit peu sur une image un peu négative de son passage à Lyon, mais à Lille, Kader Keita, c'était un phénomène. Ouais, c'était la bonne période. Il était titulaire en équipe de Côte d'Ivoire. Il faisait des finales de Cannes. C'était pas mal quand même. Ouais, incroyable.
D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir un peu à la con, mais avant qu'il signe à Lille, je fréquentais un forum au GC Nice, forcément. À l'époque, il n'y avait pas Twitter, tout ça. Tu vois, tu avais des forums pour chaque club. Ça existe toujours d'ailleurs. Et tu avais un supporter ivoirien qui était venu pour dire, les gars, faut absolument que vous alliez recruter ce joueur, Kader Keita. Il n'est pas connu, mais il est juste trop fort. C'est le nouveau Cristiano Ronaldo et tout machin. Si ouais, c'est qui ce Gus qui vient nous vendre son joueur là. Derrière, il signe à Lille aussi. Ah, en fait, il exagérait pas tant que ça. Il y avait vraiment quelque chose avec lui, quoi. L'époque des forums, ça aussi, ça nous rajeunit pas. Ouais, bah, clairement. Donc voilà, un match qui s'achève sur un score de 4-0. Je sais pas si les Lillois auront la même destinée ce soir, faudra voir, mais en tout cas, non, c'était un match. Enfin, les Lille-Lens, généralement, bon, c'est vrai qu'avec la relégation de Lens, on n'a pas eu, d'autres derbys marquants, parce que bon, les Lens est revenu en 2014-2015 avec les matchs au Stade de France, mais tu vois, l'équipe n'était pas aussi compétitive. Là, ce qui est bien, et comme je dis, pour rattraper le fil du temps, c'est que là, on a deux équipes, on l'a vu à l'aller. Il y a eu des débordements, mais le but de Frankowski et tout, enfin, ça joue maintenant, les deux équipes peuvent se regarder droit dans les yeux. Très bon match. Ouais, c'était quand même pas mal. T'avais eu un autre Lille-Lens. Non, c'était à Lens. Je crois que c'était un Lens-Lille. Une saison avant qui fait un beau 4-2 également, qui était assez sympa. Mais ouais, Derby du Nord pour se chauffer aussi avant le Classico. Ça peut être pas mal, le classique de demain. On signe pour 4 buts. Hein. Ah bah oui, si on peut, ça serait pas mal. Bah, en plus avec Lens là, bon, je l'ai subi en plus pour le coup, mais Lens revient plutôt bien. J'ai découvert Bollaert pour le coup la semaine dernière. Alors, franchement super stade, super ambiance. Alors c'est sûr qu'en même temps vu le match héroïque qu'ils font à 10 contre 11, les mecs gagnent 3-0 et te font une démonstration de football. Si là il n'y a pas d'ambiance, je pense qu'il n'y en a jamais, mais non vraiment super ambiance, super public, ils n'ont pas volé leur réputation, vraiment. C'est avec Saint-Etienne, ce sont pour l'instant avec Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, le Vélodrome, le Parc des Princes à l'époque, à l'époque, ouais. C'était les 4 grosses ambiances, quoi. Je rajoute la Méno, j'ai été agréablement surpris. J'attends de voir la Méno quand même. Moi, Marseille, les expériences que j'en ai eues, honnêtement, j'ai trouvé que c'était visuellement impressionnant, mais je trouvais qu'en termes de chant, tu vois, c'était un peu brouillon, ça chantait pas non-stop pendant 90 minutes. Après, oui, tu sens une atmosphère très hostile que tu peux difficilement retrouver dans d'autres stades, mais je m'attendais à beaucoup plus. Alors que Lens et Saint-Etienne, je suis ouais, ok, là j'étais impressionné de la première à la dernière minute. J'attends de voir effectivement la Méno, je l'ai pas encore fait, la Beaujoire, j'ai pas encore fait non plus. Pour pouvoir vraiment donner un vrai top 3 des ambiances. Le Vélodrome, il faut faire attention. Il y a vraiment des matchs où c'est pas pour revendre ma paroisse, hein, j'ai pas de place, il y a pas de service billetterie en bas à gauche, mais il y a des matchs au Vélodrome qui sont vraiment exceptionnels du début à la fin par rapport à ce que tu dis. Et il y a vraiment des matchs où il y a une sorte de Vélodrome Super Saiyan et que tu trouves contre Lyon, le fameux Lyon avec le retour de Rudy Garcia. Le match du PSG cette saison, c'était ça aussi. Et tu as vraiment une ambiance où déjà, il n'y a pas, on va le dire, il n'y a pas 65 000 places, il y a plus de personnes, il y a des gens qui sont rentrés, on ne sait pas trop comment, mais ils sont là. Et c'est vraiment exceptionnel. Et après, les autres font que c'est peut-être un peu moins fou, mais ça reste ce qui se fait de mieux en France quand même. Ah oui, on reste sur le top 5 français, ça c'est sûr qu'il y a pas de doute là-dessus. Top 1. Ouais, voilà, top 1. Il y a débat. On te l'accorde. Allez. Juste une petite nouvelle intéressante aussi avant de terminer cette émission. Nos amis de chez SoFoot ont rejoint le mouvement Ligue 1 Legends. Pareil, ça évoque un petit peu toutes ces belles épopées avec des belles interviews, avec des beaux reportages, des beaux papiers. On vous met un petit extrait pour montrer un petit peu leur format qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, si vous voulez continuer dans cette session nostalgie ce week-end, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur SoFoot.
Le plus beau but, le but contre Barthez en 2004, c'était choisi déjà pour le supporter de Paris comme le meilleur but, mais contre Marseille, en plus le classique, en plus Fabien Barthez dans le but, c'était un but très difficile à mettre. Il y a du beau monde également chez SoFoot pour se remémorer les meilleurs moments de la Ligue. Hein. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas non plus à lâcher votre petit follow, évidemment, pour ne pas manquer nos prochaines émissions, que ce soit League of Legends. Ça sera la dernière de la saison le mois prochain. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, il y aura toujours, évidemment, la Ligue 1. Il y aura aussi Pass Day avec Rivenzi et Zach Nani. Donc voilà, beaucoup de très, très beaux programmes sur cette chaîne Twitch qui continue de grandir grâce à vous. Merci d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. On espère que vous avez passé tous un très, très bon moment. Merci, Romain, d'être venu. C'était un vrai plaisir. Ouais, je me suis régalé. Ouais. Et merci à vous les gars évidemment pour vos chroniques et on se dit au mois prochain pour la prochaine de League of Legends. Avec plaisir. Ciao. Bon week-end. Ciao. Salut les gars.